Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux pour cette nouvelle conférence. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Roger Daché, que je remercie très chaleureusement et sincèrement, au nom de toute l'équipe de la bibliothèque et de la ville. Je vous présente brièvement. Roger Daché, vous êtes médecin, vous êtes anatomopathologiste, je crois. Vous pourrez nous dire de quoi il s'agit si vous le souhaitez, si on en a le temps. Vous avez longtemps enseigné à l'université Paris Diderot, où vous appreniez, entre autres choses, l'histoire de la médecine à vos élèves. Vous êtes l'auteur d'une histoire de la médecine que j'ai ici, l'histoire de la médecine de l'Antiquité à nos jours. Un ouvrage à la fois très didactique et très complet, qui est une excellente introduction à cette histoire extrêmement riche, histoire de la médecine évidemment, publié chez Talandier en 2008 pour la première édition, remis à jour en 2012, puis en 2021, pendant la crise, pendant l'épisode en tout cas du coronavirus. Vous avez également publié avec Alain Bauer, avec qui vous avez écrit plusieurs livres, qui est un spécialiste de géopolitique et de criminologie entre autres choses, Comment vivre au temps du coronavirus en 2021 aux éditions du CERF, qui récapitule entre autres choses encore une fois un ensemble d'éléments, d'alertes et de rapports divers et variés qui auraient pu ou dû mieux nous préparer à cet événement pandémique. Vous êtes également connu comme l'un des meilleurs historiens de la franc-maçonnerie. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, j'en ai quelques-uns ici. Toujours avec Alain Bauer, Nouvelle histoire des francs-maçons en France, des origines à nos jours, chez Talandier toujours, et les francs-maçons en 100 questions, chez Talandier encore une fois. Et vous dirigez, si je ne m'abuse, la revue d'histoire de la franc-maçonnerie Renaissance traditionnelle. Aujourd'hui, nous allons très essentiellement parler de l'histoire de médecine, bien que la franc-maçonnerie puisse évidemment être évoquée dans la mesure où elle recoupe le sujet, et de ce que cette histoire, celle de la médecine, donc peut éclairer ou offrir comme perspective de réflexion à l'actualité des relations entre la médecine et l'ensemble des citoyens. Évidemment, cette histoire est faite, comme beaucoup d'histoires, de bouleversements, de ruptures, d'accélération, de stagnation, de tâtonnement, d'expériences, de grands personnages parfois visionnaires, capables de se projeter plus loin que les paradigmes, les conventions, les idées dominantes de leur époque, et d'autres personnes, d'autres médecins plus discrets qui font évoluer cette discipline qui est au carrefour de l'art et de la science. Nous allons donc revenir avec vous sur cette histoire assez ardente, somme toute, et la questionner à travers des problématiques et des corrélations générales qui nous concernent directement. Quand je dis nous, je parle éventuellement des médecins, si on veut, mais surtout de l'écrasante majorité des personnes dans l'opinion publique qui ne sont pas médecins, qui sont parfaitement profanes dans ce domaine. Donc on a organisé l'événement de cette manière. Je vais vous laisser introduire votre propos pendant à peu près une demi-heure avec des illustrations projetées ici, puis je vous poserai un certain nombre de questions qu'on a un peu travaillé ensemble, après quoi le public pourra s'exprimer librement, poser toutes les questions qu'il le souhaite en évitant autant que possible les travers polémiques, et puisqu'on sait que la médecine va entraîner un certain nombre de controverses et de passions parfois tristes. Une vente après la conférence qui durera à peu près entre 1h30 et 2h sera effectuée par notre libraire partenaire Les Chemins du Livre. Merci de rester, si possible, jusqu'à la fin de la conférence, et surtout, merci à Roger Daché pour sa présence parmi nous, et merci à tous. Je vous laisse donc une demi-heure pour présenter l'histoire de la médecine. Merci, et merci de votre présence et de votre intérêt pour ce sujet-là, qui peut paraître un sujet un peu austère, mais qui en réalité est un sujet très vivant, très humain, parce que c'est celui de l'histoire des souffrances humaines, et aussi de l'histoire de la tentative permanente de l'espèce humaine d'apporter à ses congénères un soulagement à leurs souffrances. C'est donc une histoire qui est consubstantielle à celle de l'humanité. On pourrait dire d'une certaine manière qu'avec la culture et la chasse, la médecine est probablement l'une des plus anciennes activités humaines.
Alors bien entendu, résumer ça dans un temps, même 1 heure, ce serait impossible. Ce que j'ai choisi de faire pour éclairer le débat qui pourra suivre, c'est un survol des grandes étapes de l'histoire de la médecine en Europe. Et je dis bien en Europe parce que délibérément, parce que c'est un autre monde, c'est un autre univers. Je ne parlerai pas ni de la médecine chinoise, ni de la médecine japonaise, ni de la médecine indienne. Ce n'est pas du tout qu'il faille les mépriser, mais elles se situent dans un cadre historique et surtout dans un univers intellectuel totalement déconnecté par rapport à celui de la médecine européenne. Et par conséquent, c'est un autre sujet. J'ai choisi surtout de découper cette histoire en 4 âges, et je voudrais simplement dire un mot à ce sujet pour commencer. On a parfois le sentiment, l'impression, qu'une science, ou une discipline complexe comme la médecine, est partie d'un âge sombre, un âge primaire, un âge où ceux qui s'en préoccupaient ne savaient à peu près rien, ils ne comprenaient pas grand-chose, et puis qu'au fil de l'histoire, on a additionné, on a ajouté des connaissances nouvelles et de nouveaux instruments de compréhension. Et qu'ainsi, de manière progressive, insensible, la médecine est devenue de plus en plus intelligente et de plus en plus savante. C'est une vision totalement fausse des choses. Un grand historien des sciences du XXe siècle, qui s'appelle Thomas Kuhn, a écrit il y a une 50aine d'années un livre majeur qui s'intitulait « De la structure des révolutions scientifiques ». Alors le titre peut paraître un peu austère, mais il avait montré quelque chose dans la médecine, dans l'histoire de la médecine, vous allez le voir, est une illustration. Il est faux de penser que les sciences, d'une manière générale et au sens large du terme, se développent par une accrétion successive de connaissances nouvelles qui s'ajoutent les unes aux autres. En réalité, les disciplines scientifiques, d'une manière générale, évoluent au gré de ce qu'on appelle des révolutions scientifiques. C'est-à-dire qu'elles sont terriblement liées dans un état donné qui peut durer plusieurs siècles. Ces connaissances, ces disciplines, ces sciences sont terriblement liées à une vision globale du monde que pratiquement tout le monde partage à ce moment-là. Et dans ce cadre intellectuel, elles fonctionnent. Et tout le monde s'en satisfait. Et on a presque l'impression que ça ne changera jamais. Et puis, au fil du temps, on voit apparaître quelques petites anomalies. Oui, certes, cette science répond au phénomène, mais dans certains cas rares, ça ne marche plus du tout. Ou, oui, cette médecine nous convient, mais dans certains cas, elle ne nous apporte aucun bénéfice. Et c'est alors que se met en place un processus qui est généralement partagé par un petit nombre de chercheurs. Ça, c'est très important. Ces révolutions scientifiques sont souvent le fait d'un petit nombre de gens qui disent « Eh bien, c'est peut-être parce que le modèle n'est pas assez large pour tout expliquer ». Et au bout de quelques années, car ces révolutions scientifiques se produisent en quelques années, on change complètement d'univers. On remplace la théorie ancienne par une théorie entièrement nouvelle qui comprend la précédente, mais qui l'élargit et qui supprime ces petites exceptions qui étaient si ennuyeuses. Eh bien, la médecine a fonctionné comme ça. Elle a connu un certain nombre de périodes où tous ceux qui vivaient à ce moment-là pensaient qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et puis, brutalement, en quelques années, il y a des transformations qui s'opèrent. Alors, ce sont ces 4 âges, je pense qu'on peut en identifier 4, que nous allons survoler pendant quelques minutes. Évidemment, le premier âge, c'est celui de l'Antiquité. Alors, la médecine a sans doute existé bien avant ce que nous appelons l'Antiquité, c'est-à-dire la période où nous pouvons en parler, parce qu'il nous reste des documents. Non seulement il nous reste des monuments, mais surtout il nous reste des inscriptions, des papiers, des papyrus, des gravures, donc des documents sur lesquels on peut s'appuyer pour savoir ce qu'on disait, ce qu'on pensait et ce qu'on faisait à cette époque-là. Malheureusement, on ne peut rien dire de la médecine paléolithique ou néolithique, parce que par définition, il n'y a pas de document écrit. On commence à parler de l'histoire de la médecine quand commence l'écriture. Et l'écriture, c'est à peu près 3500 ans avant même l'Europe, c'est 3500 ans avant notre ère, 3500 à 4000 ans avant notre ère, et ça arrivera en Europe bien plus tard. Alors,
les trois grands moments de l'Antiquité où la médecine commence à être documentée, c'est l'Antiquité suméro-babylonienne. Vous savez, on dit souvent, on va le voir dans un instant, que l'histoire commence à Sumer et à Babylone, mais qui est une préface, qui est quelque chose de très fugace. C'est surtout l'Égypte, l'Égypte ancienne, l'Égypte des pyramides, l'Égypte des pharaons. C'est la Grèce ancienne et c'est la Rome ancienne. Et au confluent de ces trois civilisations qui se sont succédées et qui d'ailleurs ont emprunté successivement l'une à l'autre, la médecine a commencé à prendre un certain nombre de contours. Alors, Sumer, Babylone, Akkad, Ur, on est en plein dans l'histoire biblique, hein, on est à Abraham, Isaac et Jacob. On a retrouvé des tablettes sumériennes avec la fameuse écriture sumérienne dans lesquelles sont figurées un certain nombre de connaissances médicales. Ce qu'on peut dire en un mot, c'est que c'est vraiment le début de la médecine, parce qu'à cette époque-là, on a le sentiment, tout le monde a la croyance, a la conviction, que quand on est malade, c'est une punition divine. Et donc la médecine consiste essentiellement à se réconcilier, non pas avec Dieu, mais avec les dieux, parce qu'il y en a une foultitude à ce moment-là. Et donc la médecine est une sorte de département de la magie. Donc ce sont essentiellement des formules magiques et des prières qui vont permettre d'apporter, qui sont supposées permettre d'apporter un soulagement aux gens. On peut porter aujourd'hui, dans nos sociétés sécularisées qui ont perdu beaucoup de références religieuses, un regard ironique, voire un peu méprisant, sur cette période. Ce que l'on peut dire, c'est que, au-delà de l'effet placebo, et je vous rappelle, c'est une première parenthèse, qu'en médecine générale, 80% des motifs de consultation sont des troubles dits fonctionnels, qui ne correspondent à aucune lésion organique, et que le médicament, qui est un pur placebo, est là pour matérialiser la relation entre le médecin et son patient. Par conséquent, on peut donner de la poudre de perlimpinpin, c'est ça le placebo, et ça marche. Quand vous donnez dans les études de médicaments où on compare un placebo anonymisé à un médicament en cours d'évaluation anonymisé, eh bien, dans 40% des cas, le placebo fonctionne. Dans 40% des cas, le placebo donne le même résultat que le médicament qui est un principe actif, alors que le placebo, c'est de l'eau minérale. Donc ça veut dire que en Sumer et à Babylone, quand on fait des prières, des incantations et que tout le monde croit à cet univers, eh bien il y a 40% des gens qui sont guéris. Donc les médecins étaient considérés comme des gens qui obtenaient des résultats relativement satisfaisants. Mais aussi, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est le début d'une histoire. C'est-à-dire qu'en établissant ce genre de relation avec leurs patients, les médecins ont commencé à accumuler une expérience d'observation. Et cette expérience d'observation se transmettra aux générations futures et finira par devenir une base de données, comme on dirait aujourd'hui, sur laquelle la médecine pourra s'améliorer. On est dans une situation un peu comparable avec le savoir médical de l'Égypte ancienne, qui emprunte d'ailleurs beaucoup à Sumer et Babylone. Les Égyptiens avaient envahi cette partie de l'Orient antique. Et même, vous connaissez l'histoire de Moïse, le peuple sorti d'Égypte. C'est un peuple qui avait été fait prisonnier, si je puis dire, en Égypte, et qui en est sorti. Donc les cultures se mélangent. On a un très grand nombre de papyrus. Le papyrus résiste à l'épreuve du temps, surtout dans des pays très secs comme l'Égypte. Et on a donc de très importants renseignements sur le fonctionnement de la médecine en Égypte. Et c'est une médecine un peu plus savante que la médecine babylonienne, qui a exercé pendant plus longtemps et qui a récupéré l'expérience clinique de Sumer et de Babylone. Donc on est toujours dans une médecine qui est dominée par la relation avec les dieux, bien sûr. Mais on a des médecins qui commencent à se rendre compte que quand, par exemple, on s'est luxé une articulation ou quand on s'est fracturé un membre, c'est bien de proposer une incantation au dieu, mais c'est pas mal non plus de mettre un bandage et de mettre une attelle. Et on remarque que quand on fait ça, au bout de quelques semaines, eh bien, la jambe ou le bras sont guéris. Donc vous voyez que cette médecine-là reste attachée à une certaine vision du monde, mais que l'expérience médicale commence à devenir plus importante. Et certains actes, vous en avez ici sur des peintures
de l'Égypte ancienne. On pratique l'opération de la cataracte. Alors ça, c'est pas une invocation divine, hein. On enfonce une lancette dans la cataracte, on abaisse la cataracte, c'est-à-dire on ne pouvait pas l'enlever, mais on la baissait derrière l'iris, et les gens brutalement voyaient beaucoup plus clair. Mais c'est le début de la chirurgie, mais ça montre bien qu'il y avait déjà une expérience médicale et une expérience thérapeutique qui était en train de se constituer. On voit également un jeune homme qui fait l'objet d'une circoncision, mais cette circoncision n'avait pas une signification religieuse, elle avait une signification hygiénique, parce qu'on avait remarqué qu'avec les circoncisions, on évitait un certain nombre de maladies vénériennes. Et il est certain que la coutume est devenue religieuse chez les Juifs, qui sont un peuple sorti d'Égypte, et que c'est en Égypte que les peuplades les plus anciennes, les générations les plus anciennes, ont eu le spectacle de la circoncision, qui n'était pas un acte religieux chez les Égyptiens anciens. On dit que les principaux médecins de la Grèce ancienne avaient, et d'ailleurs les philosophes aussi, mais à cette époque la médecine est une partie de la philosophie, devaient faire un voyage en Égypte pour se former, pour achever leur formation. Donc là encore, on voit très bien les passages. Le passage de Sumer et Babylone à l'Égypte, c'est la conquête militaire. Le passage de l'Égypte à la Grèce, c'est l'image incroyablement énorme qu'avait l'Égypte dans l'Antiquité. On considérait que c'était la civilisation la plus brillante, la plus extraordinaire. Elle a quand même duré plus de 3000 ans. Et donc, tous les Grecs un peu savants, passaient par l'Égypte pour apprendre des choses, et notamment la médecine. Et c'est dans cette Grèce que va, au 5e siècle avant notre ère, s'opérer ce qu'on appelle la révolution hippocratique. Alors Hippocrate est un personnage qui a bien existé, dont la famille appartenait à ce qu'on appelait les Asclépiades, c'est-à-dire les prêtres du dieu Asclépios, qui était le dieu de la médecine, et on allait se guérir en passant une journée, alors c'est une reconstitution parce que malheureusement il n'en existe plus que des ruines, on allait pour passer une nuit dans le temple d'Asclépios, et si le dieu Asclépios vous favorisait, vous pouviez revenir guéri, et ceux qui entouraient ce temple, les Asclépiades, étaient donc des mixtes entre prêtres d'un dieu et médecins primitifs. Mais eux aussi faisaient des observations médicales, puisqu'il y avait des gens qui portaient toutes sortes de maladies et qui venaient les voir. Et Hippocrate est né dans ce milieu, mais lui, il opère vraiment une première révolution, parce que le 5e siècle, le 6e et le 5e siècle, c'est aussi le moment où s'opère la naissance de la philosophie, qui est née sur la côte ionienne de l'Asie mineure, dans des cités grecques. Et la philosophie, ça va être le moyen pour les hommes de porter sur le monde un regard humain, un regard rationnel, mais un regard humain, qui n'est plus seulement l'enseignement des dieux. Et Hippocrate est le produit de cette éducation, et il veut appliquer à la médecine les leçons ou les découvertes de la philosophie. Il y en a une, par exemple, c'est à ce moment-là, c'est l'enseignement d'un grand philosophe grec qui s'appelle Empédocle d'Agrigente, qui dit que tout ce qu'on voit de matériel dans l'univers est constitué par l'alliance de 4 substances fondamentales que sont le feu, l'eau, l'air et la terre. Ce n'est pas le feu, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la terre et ce n'est pas l'air que nous voyons. Ce sont des mots pour désigner des structures fondamentales du monde créé. Et Hippocrate lui dit, au fond, l'homme est constitué lui-même de ces 4 éléments, et il donne pour la première fois une théorie de la maladie. Et c'est très important parce qu'elle est fausse, mais elle est très importante parce qu'elle constitue un progrès intellectuel. On disait jusque-là, la maladie, c'est tout simplement la malédiction des dieux. Elle lui dit non, la maladie, c'est le désordre des 4 éléments, qui normalement doivent être équilibrés dans le corps humain, et lorsque l'un d'entre eux se met à prédominer, eh bien on est malade. Et c'est très amusant parce que c'était également la théorie qui a fait naître la démocratie grecque.
où on disait dans une société, il y a différentes classes sociales, aucune d'elles ne doit prédominer. Si l'une d'elles prétend prédominer, la société est malade. Et donc vous voyez la porosité qui existe entre la philosophie, la politique, les sciences et la médecine à cette époque. Mais ça n'empêche que Hippocrate a été un vrai médecin. Alors derrière Hippocrate, il y a en fait plein d'autres médecins qui empruntent le nom d'Hippocrate. C'est ce qu'on appelle en fait l'école hippocratique. Mais c'est un médecin qui a toute sa vie examiné des gens. Et aujourd'hui, quand on regarde les descriptions que Hippocrate nous fait de certains de ses patients, on peut encore faire le diagnostic de la maladie, tellement ces descriptions sont précises. Et puis, en particulier, dans un domaine qui est celui des traumatismes, des luxations, des fractures, il avait commencé à inventer des techniques extraordinairement sophistiquées. On voit ici ce qu'on appelle le banc hippocratique, avec, vous voyez, une base, puis des courroies que l'on entoure, avec lesquelles on entoure les membres. On tire plus ou moins pour remettre les extrémités osseuses en regard l'une de l'autre. Ensuite, on met une attelle. Donc, c'était déjà des techniques de réduction des luxations et des fractures qui étaient relativement élaborées. La fin de la médecine antique, évidemment, c'est Rome. Rome qui récupère l'héritage grec. Et alors, c'est à la fois un bien et un mal. Un bien et un mal parce que le dernier grand auteur médical de l'Antiquité, un Romain qui d'ailleurs s'exprime en grec, qui est Galien, va en quelque sorte synthétiser tout ce que la médecine antique avait pu établir ou synthétiser elle-même avant, mais lui il fait la synthèse des synthèses. Et malheureusement, après l'effondrement de l'Empire romain, et une grande période d'obscurité en Europe, il ne subsiste plus de la médecine que les œuvres de Galien. Les œuvres d'Hippocrate sont perdues. Le résultat, c'est que quand on va sortir de l'obscurité, vers le Xe ou XIe siècle, on va redécouvrir la médecine antique dans l'état où Galien l'avait laissée, et pendant plusieurs siècles en Europe, toute la médecine ne fera que répéter Galien. Et ça va expliquer, on le verra dans un instant, la stagnation. Et alors, d'autant plus que si on s'était préoccupé uniquement des œuvres de Galien, ça n'aurait pas été mal, mais en réalité, une grande partie des œuvres de Galien également avaient été perdues. Et au XIe siècle, c'est une des conséquences positives des croisades, on va redécouvrir dans les pays arabes des traductions des auteurs grecs anciens qui étaient perdus en grec, qui étaient perdus en latin, mais qui avaient subsisté en arabe et en syriaque. Et en les retraduisant, on va redécouvrir, c'est l'œuvre notamment d'Avicenne, une sorte de médecine antique, mais revue et corrigée par les auteurs arabes du 8e au 10e siècle. Et c'est avec ce patrimoine que la médecine, au Moyen-Âge, que la médecine va tenter de redémarrer. Pendant de nombreux siècles, elle a été à un point d'arrêt, et c'est ce qu'on appelle la médecine des monastères. C'est-à-dire qu'après les invasions barbares du 5e siècle, et juste pratiquement au XIe siècle, le niveau de la médecine est très faible, on a perdu les manuscrits antiques, et par conséquent, le seul endroit où l'on soigne les gens, le métier de médecin n'existe plus vraiment, le métier de chirurgien, n'en parlons pas, et les seuls endroits où on s'occupe des gens qui sont malades, ce sont les monastères. Ça fait partie du devoir de charité chrétienne. Et dans les monastères se développe ce qu'on a appelé la médecine des monastères, qui est essentiellement une médecine à base d'herbes et de plantes, dont on considérait qu'elles étaient bienfaisantes, puisque c'était des dons de Dieu, et que l'idée était que dans la nature, Dieu a disposé tout ce qui convenait pour que les hommes puissent vivre convenablement. Bien sûr que prendre des tisanes, c'est toujours très bien. En plus, certaines d'entre elles comprenaient effectivement des principes actifs. Mais il faut dire que cette médecine-là était surtout une médecine charitable, une médecine de « je vous remonte le moral en attendant que vous mouriez, mais nous sommes surtout là pour accompagner votre mort ». C'est seulement à partir du XIe et du XIIe siècle qu'on voit apparaître des universités, et dans ces universités, on le voit ici, il va y avoir des facultés de médecine. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le patrimoine sur lequel peut s'appuyer ces facultés est extrêmement faible. C'est ce qu'il reste des œuvres de Galien, qui ont à l'époque presque 10 siècles d'existence, revues et corrigées par les auteurs arabes. C'est dire que cette médecine, comme la scolastique à l'époque, ça n'est que la répétition de ce qu'a écrit Galien. Et pendant plusieurs siècles, environ 4-5 siècles,
On ne va enseigner la médecine qu'en lisant Galien et en répétant ce que disait Galien. Alors, il y a la question de l'anatomie, parce que pour comprendre le fonctionnement d'un corps, il faut l'ouvrir. Et pendant des siècles, pendant de nombreux siècles, on fait très peu d'autopsies, parce que l'Église n'aime pas qu'on touche aux cadavres, mais finalement, on en fait quand même quelques-unes, et vous le voyez sur ces images un peu satiriques qui ont été faites de cette époque. Le maître est très très loin du cadavre, il n'y touche pas, le médecin ne touche pas au cadavre, il demande à un aide d'ouvrir un peu n'importe comment le cadavre, et pendant ce temps-là, il lit Galien, qui a donné la description des organes. Alors, il n'y a qu'une relation très approximative entre ce que l'on est en train de lire et ce que les assistants peuvent voir. Vous imaginez que ceux qui sont le gradin supérieur ne voient certainement pas grand-chose. Donc vous voyez que l'enseignement de la médecine se fait dans des conditions qui font que les médecins sont des savants, qui ont étudié des livres, qui n'ont pratiquement jamais vu de patient, et qui d'ailleurs, c'est une pratique très courante au Moyen-Âge, font des ordonnances sans avoir rencontré le patient. Le patient leur écrit une lettre en disant « voilà, j'ai mal au ventre », alors il décrit en plus pas forcément les signes pertinents, « j'ai mal au ventre et j'ai une oreille qui siffle ». Et le médecin lui renvoie une ordonnance, et naturellement, il lui renvoie aussi sa note d'honoraire. Alors voilà la médecine du Moyen-Âge, et le deuxième grand âge, qui est vraiment un tournant capital, c'est celui de la Renaissance. Donc c'est au XVIe siècle, fin du XVe et début du XVIe siècle. Et alors j'ai mis de chaque côté deux médecins très importants, enfin un médecin et puis un chirurgien, mais au centre j'ai mis deux personnages qui ne sont pas du tout des médecins. En haut, les protestants reconnaîtront Luther, et en bas, eh bien, c'est Copernic. Copernic, celui qui a dit attention, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce XVIe siècle de la Renaissance, c'est le XVIe siècle de toutes les révolutions, pas seulement dans la médecine. C'est une révolution dans l'astronomie, mais c'est également une révolution religieuse. Et dans chaque cas, il y a un point commun. C'est-à-dire que Luther dit « l'Église catholique nous a enseigné un certain nombre de choses, mais moi, quand je reviens à la Bible, je ne trouve pas ça. » Copernic dit « on nous a toujours dit que le soleil tournait autour de la Terre, mais quand on regarde attentivement les mouvements des astres, moi je ne trouve pas ça. » On s'est dit « mais on aurait pu le voir, on aurait pu le dire depuis des siècles. » Mais non, les révolutions scientifiques arrivent toujours à un moment donné où il y a des personnes qui attirent l'attention sur ce que peut-être d'autres avaient vu mais n'avaient pas osé dire. Alors il y a deux médecins artificiellement, mais ils sont quand même très importants que j'ai identifiés. C'est à gauche Vézal et à droite Ambroise Paré. Alors Vézal, c'est celui qui va refonder l'anatomie. C'est-à-dire que Vézal dit « moi, écoutez, Galien, c'est très gentil, mais je ferme le livre et je vais faire des autopsies. » Il commence à faire des autopsies extrêmement attentives et il découvre que sur bien des points, la structure du corps humain n'est pas du tout celle que décrit Galien. Et c'est normal parce que Galien n'avait jamais disséqué de corps humain. Il avait disséqué uniquement des corps animaux, des singes, des porcs et jamais des êtres humains. Alors ce sont des mammifères qui ressemblent beaucoup du point de vue organique aux hommes, mais il y a quand même des différences anatomiques. Alors il y a un exemple extraordinaire, c'est que Galien disait qu'entre les deux ventricules du cœur, il existe une communication. Bon. Alors nous on sait que ça peut exister, mais enfin ça, la communication interventriculaire, c'est une cardiopathie congénitale très grave qui nécessite une intervention chez le nouveau-né pour réparer cette anomalie. Et Vézal, lui, dissèque des tas de corps et il n'arrive pas, en regardant attentivement, il n'arrive pas à retrouver la communication interventriculaire. Ah, il dit, je suis désolé, j'ai cherché, je ne la trouve pas, elle n'existe pas. Et alors il a un maître qui s'appelle Dubois, enfin il écrit sous son nom latin de Silvius, un maître très respecté en anatomie. Et il est scandalisé que son élève ose dire que Galien s'est trompé. Il dit, il est devenu fou. J'ai un élève, il était brillant, mais il est devenu fou. Il dit que Galien s'est trompé. Mais devant l'accumulation des preuves, Silvius finit par reconnaître qu'en effet, on a du mal à trouver la communication interventriculaire. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. Parce que si vous êtes confronté à une situation pareille, qu'allez-vous dire? Ah, Galien s'est trompé. Eh bien, Silvius, un des plus grands anatomistes de son temps, professeur à la faculté de médecine de Paris, dit
je reconnais qu'il n'y a pas de communication interventriculaire. Ça veut donc dire que depuis Galien, la structure du corps humain a changé. Vous voyez l'importance, l'autorité qui s'attachait. Mais ça, c'est une révolution. Parce que, en connaissant mieux l'anatomie, on prépare la possibilité, d'abord, de mieux intervenir sur les anomalies traumatiques que pourrait subir une personne, mais surtout, on prépare une meilleure compréhension du fonctionnement du corps. Et puis, le deuxième, évidemment, c'est Ambroise Paré. Ambroise Paré est un chirurgien, ce qui est à l'époque une profession profondément méprisée. Ils ne font pas la faculté de médecine, ils n'apprennent pas le latin, ils s'occupent de raser les gens, et ils sont aussi barbiers, et puis ils soignent les plaies, les bosses, les fractures, les luxations. C'est-à-dire qu'ils font du bien aux gens, pendant que les médecins dissertent sur Galien. Et lui découvre Vézal, il lit Vézal, et il va faire une chose qui est sidérante. C'est que tout au long de sa vie, en tout cas pendant une bonne vingtaine d'années, il a chez lui un cadavre momifié sur lequel il va faire des repérages quand il veut opérer un sujet vivant. Alors il le garde dans une chambre chez lui, et alors à la fin, je ne sais pas très bien dans quel état devait se trouver le cadavre, mais au fond, c'est une autre approche. Vous le voyez déjà, une autre approche de l'art médical, qui est alors surtout de l'art chirurgical. C'est un chirurgien militaire. Et il faut bien le reconnaître, même si c'est difficile à admettre, la guerre a fait faire de très grands progrès à la chirurgie. Il est allé, c'est là, vous savez, cette fameuse époque où les plaies d'amputation étaient cautérisées au fer rouge, ou avec de l'huile bouillante. Les malades mouraient dans la nuit de douleurs et d'infections. Et un jour, il n'a plus d'huile bouillante. Alors, il décide de mettre un pansement à la place et de suturer les artères qui peuvent saigner. Et le lendemain matin, il explique qu'il va voir ses patients, mais extrêmement inquiets, en disant « j'ai fait ce qu'on ne fait pas, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas recommandé ». Et il s'aperçoit que ceux qu'on a passés au fer rouge à l'huile bouillante sont morts ou mourants, et que ceux à qui il a mis un pansement et dont il a ligaturé les artères se portent comme un charme. Voilà le genre d'approche expérientielle, expérimentale, que Ambroise Paré, qui deviendra le plus grand chirurgien de son temps, et qui finit chirurgien de 3 rois de France, il va publier des œuvres qui seront très lues. Et alors, ces œuvres, il les publie en français. Et il aura droit à une plainte de la faculté de médecine parce qu'il ose publier des ouvrages en rapport avec la médecine en langue française. Mais le roi le soutiendra et par conséquent Ambroise Paré mourra entouré d'honneur. Mais pendant ce temps-là, évidemment, pendant que la chirurgie, l'anatomie et la chirurgie font des progrès, la médecine ne peut pas grand-chose. Alors bien sûr, on donne un peu d'opium, voilà. On donne quelques médicaments qui ont un vague effet, on donne des purgatifs, mais en réalité, on n'a pratiquement aucune possibilité médicamenteuse. Et pourtant, il y a un Allemand qui s'appelle Paracels, qui lui dit il faut que la médecine évolue et qu'on trouve de nouvelles substances médicales. Mais jusqu'à présent, on pensait que les seules substances qu'on avait le droit d'utiliser, moralement, c'était les substances de la nature. Toujours cette vieille idée que c'est dans la nature qu'on va trouver les remèdes de l'homme. Et lui, Paracels, dit non, il faut en fabriquer. Alors, évidemment, il n'a pas fabriqué grand-chose, mais au fond, il venait de poser le principe de la chimiothérapie, c'est-à-dire de l'industrie pharmaceutique, en disant nous pourrons peut-être fabriquer des substances chimiques qui nous permettront de guérir des maux. Ces idées-là, 50 ans avant, on n'aurait pas osé les soutenir. Alors il y a un médicament qui était un purgatif, alors c'était pratique parce qu'il faisait vomir et il donnait la diarrhée en même temps. Alors ça, très bien, c'était l'antimoine. Et l'antimoine était un médicament qui ne relevait pas de la nature, parce que c'était un sulfure d'antimoine. Bon, c'était un médicament un peu travaillé. Et la faculté de médecine était contre, refusait qu'on utilise l'antimoine. Et un jour, il se trouve que le roi Louis XIV, alors on ne sait pas très bien ce qu'il a eu, peut-être une espèce de gastro-entérite, et comme rien ne réussissait, on s'est dit peut-être peut-on essayer l'antimoine, mais c'est le roi, on ne sait pas très bien. Finalement, il y a une grande réunion de la faculté de médecine, et puis après une maintes délibérations, on lui donne de l'antimoine. À mon avis, l'antimoine n'a rien fait du tout, sauf qu'il a guéri. Et le résultat, c'est que l'antimoine
est devenu autorisé, simplement parce que l'antimoine était réputé avoir guéri le roi. Mais il faut dire que jusque vers la fin du XIXe siècle, on n'a quasiment trouvé aucun médicament véritablement actif. Donc la médecine en était réduite à quoi? Voilà les deux instruments de la médecine. La lancette et le clister. Alors le clister pour administrer des lavements, quand on regarde le journal médical du médecin de Louis XIV, c'est effroyable. Hein. Louis XIV, il reçoit 4 à 5 lavements par semaine. Il passe son temps au-dessus du bassin des lavements et les clistères sont des clistères de 2 ou 3 litres. Bon. Et la saignée, alors avec le bol, le plat à saigner et le bistouri, on coupe une veine et on fait... Alors l'idée c'était que beaucoup de maladies étaient dues à un excès de sang. Alors si on faisait couler le sang, la maladie était guérie. Dans certains cas, c'était un excès d'une humeur qu'on appelait la pituite. Alors en gros, c'est un peu ce que vous mouchez quand vous avez un rhume de cerveau. On dit voilà, quand on a trop de cette humeur-là, on est malade. Alors on va la faire sortir par le vomissement et par la diarrhée provoquée par le clister. Évidemment, c'était d'une efficacité moyenne, mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, ce sont les deux piliers de la médecine, la saignée et le lavement. Avec ça, on ne pouvait pas aller très loin. C'est alors que je produis une nouvelle révolution. Là, on est au début du XIXe siècle. Et je prends 3 noms, parce que là encore, ce sont 3 noms emblématiques, Bichat, Laennec et Claude Bernard. Ce sont ces gens qui vont en quelques années, là encore, les révolutions scientifiques, c'est en quelques années qu'elles se produisent. Depuis 3 siècles, il ne s'était rien produit. Depuis le XVIe siècle, il ne s'était rien produit de vraiment nouveau. Et là, en quelques années, tout est transformé. Bichat, il pose un principe. Jusque-là, dans les traités de médecine, quand on parlait des maladies qu'il fallait traiter, par exemple de ce que nous appellerions les maladies infectieuses, on dit si vous avez une typhoïde, vous avez une douleur, vous avez des troubles digestifs, vous avez aussi un peu de fièvre, vous avez un ensemble de signes qui constituent ce qu'on appelle un syndrome et qui permettent d'évoquer le diagnostic. Mais dans les traités de médecine anciens, ce n'était pas comme ça. On prenait chaque signe clinique comme une maladie en soi. C'est-à-dire, on soignait une fièvre. Mais on ne soigne pas une fièvre, on soigne une infection dont l'un des symptômes peut être la fièvre. Et Bichat, qui fait beaucoup d'autopsies, mais il a lui aussi accumulé le savoir des générations antérieures, arrive à dégager cette notion essentielle. Toutes les maladies sont créées par une lésion organique. Cette lésion organique de base va provoquer un certain nombre de symptômes. Donc il faut définir la maladie comme étant le produit de la lésion d'un organe que l'autopsie va retrouver. Et ils fondent également une spécialité qui s'appelle l'anatomie pathologique avec les anatomopathologistes. C'est la phrase que j'ai mise en haut, c'est la phrase de Claude Bernard qui dit « La médecine moderne est née dans le tablier de Bichat, qui est mort victime de son devoir, puisqu'il est mort à même pas 40 ans, d'une méningite tuberculeuse, on le voit ici sur son lit de mort, contractée lors d'une des innombrables autopsies. La tuberculose était une maladie extrêmement répandue, et il est mort de la tuberculose. Le deuxième, c'est Laennec. Alors Laennec, lui, il applique les principes du Bichat. Il dit, voilà, si par exemple vous avez un syndrome respiratoire, que vous avez des douleurs, que vous toussez, c'est qu'il y a une lésion, comme l'a montré Bichat. Il y a une lésion, c'est pas que vous avez une toux ou que vous avez une douleur, c'est que vous avez une toux, plus une douleur, plus un certain type de fièvre, parce que vous avez une lésion. En l'occurrence, la plupart du temps, c'était une lésion tuberculeuse. Le problème, c'est que Bichat, lui, c'est facile, il ouvre les corps quand ils sont morts, donc c'est pas compliqué d'aller trouver la lésion. Mais moi, ils sont vivants, je vais quand même pas ouvrir tous mes patients. Et donc, il invente le moyen de l'extérieur de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps avec la stéthoscopie. Et stéthoscopie, ça vient de 2 racines grecques qui veulent dire voir à l'intérieur. Vous avez bien entendu. Ça ne dit pas entendre à l'intérieur. Ça veut dire voir, scopie, voir à l'intérieur. C'est-à-dire en entendant
Il disait, voilà, ce patient, j'ai entendu clic-clac, plic-plic, et quand il est mort, ah oui, il faut attendre qu'il soit mort. Je l'ai ouvert et j'ai vu un certain type de lésion. Donc maintenant, à chaque fois que j'entendrai ce bruit, je saurai quel type de lésion il y a. Ça nécessite des années et des années et des années de travail. Mais évidemment, c'est fonder la médecine sur de nouvelles méthodes d'observation. Et Laennec est mort également de la tuberculose, relativement jeune. Et puis le troisième, c'est Claude Bernard, qui en fait invente ce qu'on appelle la médecine expérimentale. C'est-à-dire qu'il travaille sur des animaux. Alors il fait de la vivisection. Alors aujourd'hui, évidemment, il aurait beaucoup de problèmes avec différentes associations, mais il fait de la vivisection et sur des animaux, il enlève certains organes, il interrompt certains vaisseaux, il coupe certains nerfs et il voit apparaître des anomalies, des symptômes. Et par conséquent, grâce à cette expérimentation sur le vivant, il reconstitue artificiellement les maladies. Et là encore, il peut comprendre le déterminisme clinique d'un certain nombre de maladies. Vous voyez, c'est au confluent de la méthode anatomo-clinique, de la mise au point de nouveaux moyens de diagnostic et d'observation et de l'expérimentation que la médecine moderne est véritablement née. Et cette révolution-là, elle s'accomplit, elle est majeure au XIXe siècle. On en arrive à la fin, c'est-à-dire au début, toute extrémité du fin du XIXe et début du XXe. Et là encore, j'ai choisi de mettre trois personnages emblématiques. Bien sûr, l'éminent Louis Pasteur. On n'imagine pas ce qu'était Louis Pasteur à la fin du XIXe siècle. Un dieu vivant en France, un dieu vivant, véritablement. Une gloire internationale jouissant d'un respect monumental. L'autre, qui est moins connu aujourd'hui, mais son nom est connu, c'est Henri Mondor, qui est le père de la chirurgie moderne. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, j'ai mis Jean Bernard. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être un élève de Jean Bernard, qui était non seulement un immense médecin, mais aussi un immense humaniste. Et qui a fondé l'hématologie. Il n'était pas hématologiste parce que ça n'existait pas, l'hématologie. Il était pédiatre au départ. Et c'est simplement en étant confronté au problème des leucémies de l'enfant, qu'il voulait absolument guérir, qu'il a fondé l'hématologie en faisant la première chimiothérapie au monde qui a permis de guérir la leucémie d'un enfant. Alors, évidemment, les éléments de cette médecine moderne, ça va être la révolution pastorielle, la découverte des microbes. Alors, avant, on guérissait des fièvres. Après, on a traité des syndromes, en comprenant qu'une fièvre, ça n'était qu'un symptôme parmi d'autres, mais la cause échappait. Et évidemment, Pasteur, en découvrant les microbes, il a eu beaucoup de mal à convaincre les médecins. N'oublions pas que Pasteur n'est pas médecin, il est chimiste. Il ouvre tout un domaine qui est celui de l'infectiologie, en particulier la peste, le choléra, la tuberculose, la syphilis. C'était 80% des maladies qui s'abattaient sur les gens à cette époque. Et il invente, vous voyez, la médecine de laboratoire, qui évidemment n'existait pas auparavant. On pensait que la médecine, c'était un médecin face à un patient. Alors que maintenant, par des prélèvements, par des méthodes de laboratoire, on peut apprendre plus de choses sur la maladie du patient. La révolution pasteurienne, c'est aussi évidemment la vaccination. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé la vaccination, parce que la vaccination doit son nom à la vaccine, c'est-à-dire une maladie qui se rapproche de la variole et qui est contractée, mais qui est bénigne, qui est contractée par des vaches. Et un médecin anglais, Edward Jenner, à la fin du XIXe siècle, qui était un médecin de campagne, avait observé que les garçons vachers, qui dans leur métier contractaient souvent cette petite maladie bénigne qu'est la vaccine au contact des vaches, ne faisaient jamais de variole. Et il a eu l'idée d'inoculer la vaccine à des personnes saines, et ensuite il leur a inoculé la variole. Et ils n'ont pas fait la variole. Expérience qui serait interdite de nos jours. Mais d'ailleurs, Pasteur a fait la même chose. Parce que là, on le voit, faisant la première vaccination, il avait eu l'idée de lutter contre la rage, qui était extrêmement répandue à l'époque, et il vaccine le jeune Joseph Lester, qui est un petit Alsacien, qui lui a été amené parce qu'il a été mordu par un chien prétendument enragé. Mais on n'a jamais eu la preuve que le chien était enragé. Et donc, il est considéré comme possiblement enragé. Mais c'est une course contre la montre, parce qu'au bout de 5-6 jours, les signes de la rage, qui est une encéphalite, se déclenchent et on ne peut plus rien faire. Et donc, il décide, après beaucoup d'hésitation, à tenter le premier vaccin qu'il avait essayé sur des animaux, mais jamais sur un être humain.
Et bien entendu, ce n'est pas lui qui vaccine parce qu'il n'est pas médecin, mais il y a des médecins qui le soutiennent. Et alors, le protocole vaccinal qu'il a utilisé est terrifiant parce que d'abord, il injecte un vaccin de virus rabique extrêmement dilué, extrêmement atténué, et puis tous les jours, il fait une injection supplémentaire avec une concentration plus élevée. Et lui-même dira, non seulement j'ai guéri le jeune Joseph d'une rage qu'il avait peut-être contractée, mais je l'ai guéri d'une rage que je lui ai inoculée. Il fallait donc du courage et de la foi dans son système pour évidemment arriver à ça. Et puis, ça c'est la médecine, mais il y a aussi deux barrières qui vont tomber et qui vont permettre l'envol de la chirurgie. C'est que jusque-là, la chirurgie, c'était terrible, parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie et il n'y avait pas d'asepsie. Alors ça veut dire quoi? Alors pas d'anesthésie, vous imaginez. Alors depuis l'Antiquité, on avait trouvé des principes. On donnait un bon poivoire, on mettait ce qu'on appelle la poire d'angoisse, c'est-à-dire une bourse de cuir avec du son, du blé à l'intérieur. Mordez bien, ça ne va pas durer longtemps, je vous coupe un bras. On donnait aussi éventuellement un peu d'opium. Enfin, c'était de l'anesthésie extrêmement superficielle. En 1846, on découvre en quelques mois le chloroforme, l'éther, le protoxyde d'azote. Et les chirurgiens de l'époque sont sidérés, parce qu'ils disent, mais l'horreur de notre métier va disparaître. Avant, un bon chirurgien, c'était un chirurgien rapide. Broca, un grand chirurgien, dans sa leçon d'agrégation, on leur faisait faire des simulations d'intervention sur des cadavres. Alors il devait faire une désarticulation de hanche, c'est-à-dire enlever la jambe au niveau de la hanche. Broca faisait ça en 30 secondes. 30 secondes, incroyable. Eh bien maintenant, vous pouvez prendre 2 heures si vous voulez. Donc évidemment, et puis surtout, vous pouvez aller beaucoup plus en profondeur, parce que la chirurgie restait très superficielle. On ne faisait pratiquement pas d'intervention viscérale. À partir du moment où vous endormez le patient et qu'il ne sent plus rien, vous pouvez lui ouvrir le ventre et aller voir beaucoup plus en profondeur. Donc c'est un nouveau continent qui s'ouvre à la chirurgie. Et le deuxième problème, c'était l'infection. La plupart, une proportion importante de gens mouraient d'infections post-opératoires. Alors évidemment, la découverte de Pasteur va permettre de comprendre, et on va comprendre à partir de ce moment-là qu'il faut se laver les mains, qu'il faut mettre un masque, qu'il faut mettre autour de la plaie opératoire des champs qui sont propres pour éviter que la plaie soit infectée, parce qu'à l'époque, les chirurgiens opéraient à main nue, en costume de ville et en chapeau. Et alors, les grands chirurgiens avaient une redingote qui était toujours la même. Alors la redingote s'appelait la redingote d'opération. Elle était couverte de sang, de pus, de liquides divers, plus ou moins séchés et accrochés. Et alors, ils en étaient très fiers, parce qu'ils disaient, vous voyez, ça, c'est 50 interventions chirurgicales. Alors, vous imaginez qu'ils réinfectaient les uns après les autres tous les patients. Juste un mot pour rappeler un précurseur 20 ans plus tôt, un jeune médecin hongrois qui travaille à Vienne dans une maternité, qui s'appelle Semmelweis, et qui, lui, est confronté à quelque chose de terrible, qui était la fièvre puerpérale. C'était la septicémie qui suivait les accouchements. Dans un très grand nombre de cas, les femmes mouraient, 30% de décès postnatal chez les femmes à l'époque. Et il observe quelque chose de curieux, c'est que dans une certaine salle, il y a 15% de décès, et dans une autre, il n'y a quasiment pas de décès. Alors, je me demande pourquoi. Et il observe que la première salle, eh bien, les femmes sont traitées et soignées par des médecins qui sortent de la salle d'autopsie et qui ne se lavent pas les mains. Et de l'autre, c'est des religieuses qui ne vont jamais en salle d'autopsie. Et donc Semmelweis dit, ben voilà, je propose une expérience. Maintenant, dans la salle où il y a des médecins, on va leur demander, en sortant d'autopsie, de se laver les mains. En l'espace de 15 jours, le pourcentage de fièvre puerpérale tombe de 15 à 1%. Et son patron lui dit, vous avez découvert quelque chose que j'ai toujours ignoré, donc je vous renvoie. Et il a été renvoyé en Hongrie. Et évidemment, il a fallu attendre Pasteur pour que l'asepsie ait force de loi dans les... Alors, on pourrait évidemment, ce que je ne vais pas faire, on pourrait parler pendant 2 heures de l'avalanche que tout cela a permis en matière de découverte et de progrès médicaux au XXe siècle.
Mais vous voyez que l'essentiel de ces progrès médicaux ont été à partir des toutes premières années du XXe siècle, où la médecine est entrée dans une ère où il y a une découverte tous les 15 jours. Et ça continuera inexorablement. Ce que je voudrais simplement, pour finir, c'est vous parler d'un 5e âge qui n'est pas encore advenu, c'est-à-dire ce qui se produira dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, il ne faut pas demander à un historien de jouer les Madame Soleil, mais on peut prolonger les courbes, comme on dit. C'est-à-dire qu'en regardant l'état présent de la médecine, on peut imaginer quels problèmes elle va avoir à résoudre dans les années qui viennent. J'en ai choisi 4, ce ne sont certainement pas les seuls, mais ce sont, à mon avis, 4 défis importants pour la médecine qui arrive. Premièrement, c'est la pandémie. Nous sommes dans un monde globalisé. La grande peste noire de 1348, qui a tué un tiers de l'Europe, était née en 1346, ou ça, en Chine, et est arrivée en Europe au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, le Covid est né en Chine et il est arrivé en Europe au bout de 3 mois. Ce qui veut dire que les pandémies vont s'enchaîner désormais les unes les autres. Il y en aura de plus en plus. Il y a des virus émergents partout, notamment en Asie du Sud-Est, pour un certain nombre de raisons qui n'ont rien à voir avec les Chinois. Par conséquent, les pandémies, dans un monde où on peut traverser la Terre en quelques heures, vont être de plus en plus nombreuses. Il faudra que l'on puisse se donner les moyens de repérer le plus tôt possible l'émergence des nouveaux virus pour pouvoir lutter efficacement contre eux. Deuxième défi, le grand âge. L'un des effets paradoxaux des progrès de la médecine, c'est qu'en 50 ans, dans les 50 dernières années, nous avons gagné 20 ans d'espérance de vie. Mais nous sommes confrontés à un nouveau défi qui est celui du grand âge, avec des pathologies spécifiques qui étaient inconnues parce qu'elles n'avaient pas le temps d'apparaître et qui apparaissent maintenant. Et la prise en charge du grand âge qui pose des problèmes médicaux, mais pas seulement, qui pose aussi des problèmes financiers, qui pose des problèmes institutionnels. Ça, c'est un deuxième défi. Et puis, faut-il considérer que le devoir du médecin est de prolonger la vie quoi qu'il arrive? La question c'est, faut-il privilégier une vie plus longue ou une vie meilleure? Troisième sujet, la bioéthique, en particulier, auquel les médecins n'échapperont pas, en particulier les nouveaux schémas de la naissance et de la mort. Avant, pour naître, il fallait un rapport sexuel qui est fécondant, qui donnait lieu à un enfant. Aujourd'hui, c'est la PMA, c'est la FIVette, c'est la GPA. Ce sont des techniques que la médecine a rendues possibles. Mais est-ce que la médecine n'a pour but que de mettre à disposition des techniques sans se préoccuper de ce qu'elles vont devenir? Les médecins ont leur responsabilité et leur mot à dire parce qu'ils sont des exécutants, mais pas seulement, parce qu'évidemment, il faut qu'une société dans son ensemble se prononce. Et ce que l'on dit de la naissance, on peut le dire de la mort. Aujourd'hui, on peut prolonger la vie artificielle de quelqu'un pendant des semaines, des mois, voire des années. À partir de quand a-t-on le droit d'arrêter et dans quelles conditions doit-on arrêter et quelle est la part de la responsabilité médicale et de la responsabilité sociale? Enfin, le transhumanisme, c'est-à-dire qu'on va remplacer des bouts du corps par des choses imputrescibles, immuables, éternelles. Est-ce que ce sera l'homme augmenté ou l'homme dépassé? Vous voyez que les questions qui se profilent sont des questions autrement plus difficiles que celles que l'histoire de la médecine a eu à résoudre au cours des siècles passés. La médecine s'intègre aussi à la vision qu'une société a d'elle-même et aux priorités qu'elle se fixe à elle-même, et la médecine ne peut pas être étrangère à cette réflexion collective. Voilà ce que je voulais à grands traits rappeler, et donc évidemment, dans ce livre, mais aussi dans d'autres livres, vous pourrez voir tout ça en 600 pages. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé à la fois très clair
clair, très synthétique et qui ouvre beaucoup de perspectives. Je reprends finalement votre conclusion au sujet du transhumanisme que vous avez évoqué ici, qui est également évoqué dans l'épilogue de votre livre, où vous dites finalement que cette révolution transhumaniste, que vous pouvez peut-être, comment dirais-je, expliquer un peu davantage, disons, serait susceptible de rompre le fil rouge qui identifie l'art médical depuis les origines, donc depuis Sumer et Babylone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Pour le dire en quelques mots, le projet du transhumanisme, c'est de généraliser Robocop. C'est-à-dire de faire progressivement des êtres humains qui seraient à moitié artificiels. Et avec la possibilité non seulement de restaurer certaines de leurs fonctions, mais de leur attribuer des fonctions nouvelles et de prolonger, dans une mesure qu'on ne sait pas, mais qui peut être très importante, la durée de leur vie. La question est de savoir toutes les répercussions que cela peut avoir sur le fonctionnement de la société en général, mais aussi sur la condition humaine. C'est-à-dire que depuis l'origine des temps, la caractéristique singulière de l'être humain, c'est d'être le seul être vivant qui sait qu'il va mourir, qui sait que la vieillesse est inéluctable et que la vie a une fin. Robocop laisse entrevoir, alors non pas un rêve d'immortalité, mais un rêve de vie indéfiniment prolongée, mais à quel prix? C'est pour ça que j'utilise l'image de Robocop. Un certain nombre d'entre vous ont sans doute vu ces films. Est-ce que Robocop est un être humain? On voit bien, d'ailleurs, dans ce film qui était prémonitoire, il a été écrabouillé, il a perdu 50% de son corps, on l'a remplacé par des tas de choses, et on voit qu'il a une force, il a une détermination, il a des perceptions 10 fois supérieures à celles des autres êtres humains, et à différents moments, son humanité réémerge. Et il s'interroge en se disant, mais où me mène cette surpuissance? À quoi me mènent ces super-pouvoirs? Où est-ce que je vais aller? Comme si l'être humain essayait de se faire entendre à travers le robot qu'il est presque devenu. Donc, évidemment, les partisans de la révolution transhumaniste nous disent, mais au fond, c'est exactement le prolongement des prothèses. Voilà, vous avez des prothèses auditives, vous avez des lunettes, vous avez des prothèses qui permettent aux paraplégiques de marcher bientôt, et même aux tétraplégiques de bouger. Tout ça, c'est très bien. On continue, on va un peu plus loin, on va leur remplacer des bouts de cerveau, on va même leur mettre des implants pour neutraliser les réactions négatives, et peut-être même on va leur susciter un certain nombre de sentiments ou de volontés. Vous voyez qu'en fait, on essaie de nous faire passer pour une transformation graduelle, insensible. On va simplement un petit peu plus loin que là où on est, alors qu'en réalité, il s'agit d'un changement de nature, de quelque chose de profondément différent, qu'il s'agit de sortir de l'espèce humaine. Alors, personne ne peut savoir jusqu'où on ira, et puis il faut bien se dire qu'on ne contrôlera rien, parce qu'il y aura toujours des équipes qui ne respecteront pas les règles. Et donc des Robocop, on en verra apparaître dans 10 ans, dans 20 ans, et ce ne sera pas du cinéma. Simplement, il faudra savoir si la société humaine dans son ensemble accepte ce destin collectif ou considère qu'il s'agit là d'une transgression où le risque et le danger est supérieur aux bénéfices qu'on peut en attendre et qu'il faut par conséquent le contrôler et peut-être même, dans une certaine mesure, l'interdire. Donc vous voyez, comme d'ailleurs pour les autres problématiques que je mentionnais, la médecine est concernée parce que les médecins seront des exécutants, mais ils interviendront dans le processus. Mais ils ne sont pas seuls. Ce ne sera pas uniquement le savant fou qui, dans le fond de son laboratoire, invente Frankenstein. C'est pas ça. Il y aura un débat, il y aura des intervenants multiples, il y aura des ingénieurs, il y aura des médecins, il y aura des biologistes, mais il y aura aussi des psychologues, et puis la société dans son ensemble. Mais ça, c'est une problématique qui ne fait qu'émerger, mais qui va aller relativement vite, aussi vite que va aller l'intelligence artificielle. Et qui sont apportés quand même par des entreprises extrêmement puissantes, comme Google, etc. Bien sûr. C'est pas dans quelle mesure. Parce qu'il ne faut pas se méprendre, derrière tout ça, il y a des intérêts financiers gigantesques qui sont en jeu.
et non. Est-ce que les conceptions médicales antérieures, que vous avez présentées de façon très synthétique ici, mais très claire, la médecine antique par exemple, et également la médecine de la Renaissance, pourquoi pas, aussi bien du point de vue de la représentation philosophique dans l'appréhension du corps et de la maladie, qui éventuellement, technique et pratique, même si j'ai davantage de doutes, peuvent encore éclairer ou orienter, dans une certaine mesure, et en tout cas judicieusement, la médecine moderne. Autrement dit, en quoi une meilleure connaissance de l'histoire de la médecine peut être profitable pour mieux soigner aujourd'hui, ou même pour des questions éthiques, pourquoi pas. Alors, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je suis un fervent défenseur de l'histoire de la médecine, que j'ai enseigné avec parfois difficulté, mais la difficulté ne venait pas des enseignants, ne venait pas des étudiants. La difficulté venait des autorités académiques qui disaient on ne voit plus très bien à quoi ça sert. Et ça, cette question-là, elle est terrible. Auguste Comte, qui a fondé la philosophie positiviste au milieu du XIXe siècle, et qui n'était donc pas suspect d'être un romantique, disait on ne connaît bien une science que quand on en connaît l'histoire. Et ça, c'est profondément vrai. C'est-à-dire que on pourrait dire, par exemple, pour apprendre la physique, il faut étudier un traité de physique. Oui, mais les questions, les notions, les problématiques essentielles de la physique actuelle résultent de toute l'évolution d'une pensée physique et d'un certain nombre de questions fondamentales qui ont été formulées il y a 3 siècles, il y a 5 siècles, et les connaître, c'est beaucoup mieux comprendre ce que l'on fait aujourd'hui. Et ce qui est vrai de la physique est vrai des maths, est vrai de toutes les disciplines scientifiques, et donc aussi de la médecine. Ça, c'est un premier point. Pour comprendre l'état d'une science à un moment donné, il est très utile de connaître les phases par lesquelles, les étapes par lesquelles cette science a passé. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième aspect des choses. Et moi, j'ai vécu dans les facultés de médecine un passage. J'ai vécu un renversement. Lorsque j'ai commencé à enseigner dans les facultés de médecine au début des années 80, et donc vous voyez plus de 40 ans, j'avais avec mes étudiants qui sortaient du bac des conversations en matière d'éthique et même des conversations philosophiques très intéressantes d'étudiants qui se préparaient à faire de la médecine. 40 ans plus tard, on me donnait les dernières infos sur TikTok. Alors, vous me direz, ça n'a rien à voir. Moi, je témoigne, comme professeur de faculté, de l'effondrement, je ne dis pas de la diminution, de la baisse, de l'effondrement du niveau de culture générale des élèves sortant du secondaire. Dans une époque où on donne le bac à 98% des gens, moi je pense qu'il faudrait remettre bon pour un bac dans 18 ans avec le livret de naissance. Et bon pour un bac dans 18 ans. Ça coûterait moins cher et le résultat serait le même. C'est un effondrement. Alors, l'éducation nationale a un mal fou à le reconnaître, mais dans les universités, tout le monde le sait. Et ça, c'est un problème pour la médecine particulièrement. Parce que la médecine, vous l'avez dit, c'est pas qu'une science. C'est aussi un art, une pratique, une façon d'être. On a cité tout à l'heure quelques personnages. Je pense à Henri Mondor, qui est un des plus grands chirurgiens modernes de la première moitié du XXe siècle. Henri Mondor est une sommité de la chirurgie internationale en son temps. Le même Henri Mondor, et à la même époque, est l'éditeur, avec des commentaires et un appareil critique, de l'œuvre de Mallarmé, de l'œuvre intégrale de Mallarmé. D'ailleurs, il est entré à l'Académie française pour cette double raison. Parce qu'il était un très grand chirurgien et parce qu'il était l'éditeur de Mallarmé. Tout simplement parce qu'il a été élevé, éduqué à un moment où les médecins accordaient à ce qu'on appelle les humanités, l'humanisme. Alors l'humanisme, ce n'est pas la solidarité doloriste, il faut aider son prochain et être gentil avec ceux qui sont malades. J'espère que tout le monde pense ça. Non, l'humanisme, c'était simplement une certaine vision de la condition humaine. L'homme est un être de culture, c'est pas un être seulement de nature. Et dans la médecine, la relation interhumaine est capitale. Or, aujourd'hui, et je le dis avec un peu de douleur, parce que j'ai beaucoup aimé l'université, les facultés de médecine produisent des techniciens supérieurs. Alors, il y a heureusement, Dieu merci, il y a des exceptions. Mais ces exceptions ne sont pas majoritaires
Et ça introduit aussi une sélection sociale. Hein. Ceux qui viennent de familles où une certaine tradition de la culture s'est perpétuée. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et l'histoire de la médecine est un moyen de réconcilier avec une culture générale. Quand j'ai commencé à faire des tours d'histoire de la médecine il y a 25 ans, j'ai commencé à faire un cours sur l'histoire de la médecine égyptienne. Et puis, au bout de quelques minutes, je sens un flottement parmi mes étudiants. Et je sens qu'ils ne savent pas très bien de quelle période je leur parle. Et là, je m'arrête et je lui dis, attendez, là, la première pyramide, à votre avis, c'est moins 3000 avant Jésus-Christ, moins 300 ou moins 30 ? La personne ne savait répondre. Ce n'est pas grave, on peut très bien vivre sans savoir ça, parce qu'on n'est pas là. Mais j'ai ensuite réintroduit un résumé d'histoire générale avant chaque période. Donc, il y a 30, 40 ou 50 ans, on n'avait pas besoin de faire ça. Et ce qui est vrai sur l'histoire est vrai d'autres sujets. Donc voilà, je pense que l'histoire de la médecine, malheureusement, n'est pas enseignée dans toutes les facultés, et c'est très dommage, mais elle est un moyen de mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui la médecine d'une manière générale. Et pour les médecins, peut-être de mieux la pratiquer. Et je me fais un peu l'avocat du diable, mais eu égard à tout ce que vous nous avez présenté avec l'accumulation de découvertes, etc., est-ce que si c'est pas finalement la normale avec autant de connaissances accumulées et de dispositifs techniques à intégrer, que finalement, il y a des questions qui, pour n'en pas être moins essentielles, soient passées un peu passe à travers, quoi. Alors oui et non, parce qu'en réalité, comme vous l'avez vu, les médecins des périodes antérieures étaient des médecins qui faisaient tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des médecins généralistes. Un médecin est un médecin, il s'occupait de toute la médecine. Aujourd'hui, quand on va à un certain niveau d'expertise, on ne peut pas être expert en tout. C'est impossible. Donc, non seulement il y a une spécialisation, mais il y a dans certaines spécialités une surspécialisation, une spécialité dans la spécialité. Donc, dire que les médecins sont obligés de connaître la totalité dans le détail de tout ce que la médecine a produit, d'abord c'est impossible, et ensuite ça n'est pas souhaitable. Il faut qu'il y ait une répartition des tâches. Donc ça, c'est peut-être un mauvais prétexte qui est utilisé pour dispenser les étudiants en médecine de porter leur attention sur autre chose que sur la technicité médicale. Et je pense qu'il y a de la part des facultés de médecine qui sont très... On a fait 6 ou 7 réformes des études médicales en 20 ans. Moi, à la fin, je ne comprenais même plus rien. Je ne savais même plus dans quelle année ils étaient, ce qu'ils savaient ou ce qu'ils ne savaient pas. Et je ne crois pas que ça change grand-chose. Donc, on trouve toutes sortes de mauvais prétextes pour ne pas revenir, et là, ce serait un retour qui ne serait pas une régression, à cette idée qu'un médecin n'est pas qu'un scientifique. C'est quelqu'un qui a à gérer une problématique complexe dans laquelle, on le redit encore une fois, la relation interhumaine est absolument capitale. Alors, comme vous l'avez bien montré, l'histoire de la médecine, c'est aussi, et peut-être essentiellement, vous me direz, l'histoire des médecins qui font vivre cet art et cette science. Donc, vous avez déjà évoqué un certain nombre de médecins. Est-ce qu'il y en a un parmi ceux-là ou un autre éventuellement avec lequel vous avez une affinité élective supérieure et dont vous voudriez nous parler un petit peu plus longuement? Alors, il y en a deux. Il y a Ambroise Paré. J'avoue avoir un faible considérable pour Ambroise Paré. D'abord parce que c'est un franc-tireur. C'est un barbier chirurgien, il n'a pas appris le latin, il n'est pas allé en faculté de médecine, et il représente cette ingéniosité, cette créativité propre à la Renaissance, où par sa seule observation, sa seule intelligence, son seul bon sens, et cette profonde humanité, d'ailleurs il se met en retrait, vous savez, c'est lui qui dit dans un de ses livres, parlant d'un patient, je le pensais, je l'ai soigné, je le pensais, Dieu l'a guéri. C'est-à-dire qu'il se met en retrait, il dit, moi je dois porter secours à mon semblable, mais je ne suis pas un Dieu. Donc ce personnage, déjà humainement, est très beau, et puis alors surtout intellectuellement, non seulement
il fait partie de ces chirurgiens qui apportaient beaucoup plus de soulagement à leurs patients que les médecins de l'époque, mais surtout, il insiste sur le fait que la médecine, ça ne doit pas être répété indéfiniment ce que les anciens ont dit. C'est ça le grand sursaut de la Renaissance. C'est nous allons tout réexaminer par nous-mêmes. Et il disait notamment, dans cette très belle langue du XVIe siècle, rien ne sert de capter en chair, c'est-à-dire de faire des discours de Pincher, de professeur, rien ne sert de capter en chair si la main le besonne. Si on ne met pas la main à la pâte, en quelque sorte. Et donc, ce retour au réel aussi, qui est un signe très fort de la médecine, en tout cas dans la chirurgie au XVIe siècle, a quelque chose de très beau et de très émouvant. Donc il y a la figure d'Ambroise Paré. Et la deuxième, eh bien, c'est un peu pour ça que dans la deuxième édition de mon histoire de la médecine, on a mis en première page, c'est évidemment Louis Pasteur, qui n'est pas médecin. Et qui d'ailleurs a rencontré l'hostilité d'une partie du monde médical. On a certains membres de l'Académie de médecine qui, lorsqu'il a publié ses premières observations sur les microbes, sont terribles, parce que ces pauvres gens, en l'occurrence, on a oublié leur nom, mais traînent Pasteur dans la boue en disant que de toute façon un microscope ça ne sert à rien, que ces microbes doivent être simplement une pestilence qui s'est emparée des patients après leur mort, enfin, que ça ne signifie rien, que ça ne sert à rien, mais que c'est bien normal, puisque ce pauvre monsieur Pasteur, qui est plein de bonne volonté, n'est pas médecin. Donc évidemment, si c'est pas médecin, c'est pas un demi-dieu, forcément. Voilà, c'est dramatique. Donc Pasteur, lui, ne donne jamais dans la polémique. C'est un vrai savant, avec une très grande rigueur expérimentale, et aussi beaucoup de doutes. Alors ça, c'est très important. La science est faite autant de convictions que de doutes et d'incertitudes. Et le doute est encore plus créateur que la conviction. Et dans ces découvertes, il met un temps infini à vérifier et à revérifier ses hypothèses, à refaire 10 fois, 20 fois les expériences avant de les publier. Donc il y a aussi une très grande modestie. Et à la fin de sa vie, c'était, je vous l'ai dit tout à l'heure, un Dieu vivant. En particulier, en 1892, il y a une grande réunion à la Sorbonne où la France entière, toutes les élites françaises sont venues, et de l'étranger, on lui fait une fête extraordinaire. Il a été terrassé par un accident vasculaire qui est encore un peu humide l'Égypte depuis quelques années. Et Pasteur est presque tremblant en disant « Mais c'est de moi qui parle ». Il n'arrive pas à admettre qu'on l'ait placé si haut. Mais pourtant, je pense que c'est un modèle à la fois d'ingéniosité, de rigueur et de modestie qui font véritable. C'est un cocktail qui fait vraiment les grands savants. Alors, vous nous avez parlé des grands médecins qui font assez largement les grandes innovations médicales, hein, si j'ai bien suivi. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent hâter, disons, ces grandes innovations médicales? Vous avez parlé des guerres, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous pouvez développer ce point-là? Alors, pour la chirurgie, évidemment, la guerre a apporté énormément de choses. En traumatologie, tout le monde sait que les chirurgiens militaires sont les meilleurs, là, de loin, parce qu'ils sont confrontés à des blessures d'une cruauté, d'une gravité extrême. Donc, c'est évidemment un peu difficile de le dire, mais la chirurgie a beaucoup bénéficié des conflits armés. Ceci étant, en matière de... La médecine qui est née au XIXe siècle est une médecine qui ne se suffit plus à elle-même. C'est-à-dire qu'on l'a bien compris, les médecins égyptiens, les médecins médiévaux, et même les médecins du début de la Renaissance, je n'ai pas parlé des médecins de Molière, enfin ils ont existé, les médecins de Molière. Bien sûr que c'est une caricature, mais toutefois ils existaient. C'est-à-dire des gens qui consultaient par correspondance, qui n'avaient jamais vu un malade de leur vie, qui n'avaient jamais fait une autopsie, et qui ne faisaient que répéter ce que Galien avait écrit. C'était leur métier, c'était leur vie. Bon. Tous ces gens-là ont existé, mais la médecine qui est née au XIXe siècle est une médecine où on ne peut plus se contenter de regarder le patient.
il faut que la médecine se nourrisse de sciences annexes, mais qui vont l'aider. La chimie, la physique, regardez comment on découvre la radiologie. C'est dans un laboratoire de physique en Allemagne en 1895, où avec un tube de Crookes qui émettait des particules, un physicien allemand s'aperçoit que ces particules impressionnaient des plaques photographiques. Il s'aperçoit qu'il a oublié d'enlever un écran et que malgré ça, la plaque photographique a été impressionnée. Et donc là, il se dit, mais c'est fou, il y a des rayons qui traversent les écrans, c'est un écran en carton, qui traverse l'écran, et même, il regarde avec un mur de briques, ça traverse un peu un mur de briques. Donc, en pleine époque scientiste et positiviste, où on traque le paranormal en disant que tout n'est qu'illusion, c'est complètement faux, à telle enseigne que quand la réalité de ces rayons est établie, il ne sait pas comment il peut appeler ça, et donc il les appelle rayons X. Je ne sais pas ce que c'est. Et naturellement, à l'Académie des sciences, à l'époque, il faut compter sur les académies pour faire avancer la science. On dit que seuls les imbéciles peuvent imaginer qu'un rayonnement pourrait traverser les murs. Donc évidemment, ce savant est fou. Donc voilà, or, 3 mois après, on fait les premières radioscopies à Paris. Et quand le médecin qui a fait cette première radioscopie à Paris explique qu'il réunit, j'imagine les doses de radiation qu'ils ont prises, mais enfin bref, peu importe, il y avait un appareillage de radioscopie improvisé chez lui, il convoque 3 ou 4 de ses amis médecins, et ils disent, si on met la main là, normalement, il va apparaître l'image des os qui sont à l'intérieur. Alors, mon cher collègue, écoutez, moi j'ai un petit refroidissement, alors personne ne veut mettre la main, et donc c'est la bonne de la maison, la vieille bonne de la maison. Amélie, vous voulez. Alors Amélie, elle n'a pas de problème, elle met la main, et elle est contente parce qu'elle voit sa main sur l'écran de radioscopie. Donc la médecine se nourrit depuis cette époque des autres disciplines, des autres sciences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine est nécessairement un art et une science transdisciplinaire. La transdisciplinarité, il n'y a pas qu'en médecine que ça existe, mais c'est quelque chose de capital. Donc évidemment, l'équation personnelle d'un médecin diminue un peu. Sauf que le médecin, c'est celui dont part l'information et à qui revient le devoir de l'appliquer. Voilà. Il reste quand même un exécutant fondamental, et c'est lui qui détient surtout, rappeler la relation avec son patient, qui n'est pas un appareil, ni un ordinateur, ni une machine, mais quelque chose de beaucoup plus compliqué. Là encore, Nana, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais on dit souvent que l'un des grands indicateurs à l'aune duquel on mesure le progrès médical est l'accroissement de l'espérance de vie, et désormais de l'espérance de vie en bonne santé. C'est l'argument principal que, moi, à titre personnel, je donne lorsqu'on me vante la supériorité de la médecine pré-industrielle ou de la naturopathie ou que sais-je. Est-ce que, selon vous, cet argument est justifié de mettre finalement si haut dans l'argumentation cet allongement de l'espérance de vie, et quels problèmes ça pose? Vous avez déjà pensé à imposer avec évidemment les problèmes de traitement des pathologies liées au vieillissement. Tout le problème est là. L'allongement de la durée de vie en bonne santé est indéniable, continue. Alors maintenant, ça commence un peu à se tasser. Et c'est dû probablement dans certains pays développés, parce que ça continue à s'améliorer dans certains pays en voie de développement. Mais par exemple, l'année dernière et l'année précédente, l'espérance de vie moyenne des Américains a diminué de quelques mois. Et donc, à cause des difficultés induites par la situation économique et par l'inflation de la pauvreté aux États-Unis. Donc ça montre que voilà, le modèle n'est pas forcément définitif. Mais globalement, dans les pays développés, évidemment, l'accroissement de la durée de vie en bonne santé a été impressionnant, spectaculaire. Mais la condition humaine nous rattrape toujours. C'est-à-dire qu'on peut vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé pour un certain nombre de pathologies qu'on connaissait, qu'on avait identifiées, qu'on contrôlait, mais on fait apparaître des problématiques nouvelles. Ça n'en finit jamais de finir. Et bien sûr, il y a la question des maladies neurodégénératives, des démences. Aujourd'hui, on en est
bien plus loin qu'Alzheimer. Il existe de nombreux autres syndromes proches d'Alzheimer, d'évolution plus ou moins rapide, de gravité plus ou moins grande. On commence à avoir quelques idées sur l'origine de la maladie. Les traitements ne sont pas à l'horizon. Et puis si dans 10 ans on a réglé cette question-là, il en apparaîtra d'autres. Il y a des gens qui, par exemple, le matériel dont nous sommes faits, le matériel osseux, musculaire, subit inévitablement une altération au fil du temps. Alors, c'est justement là où le piège de la réponse transhumaniste. Ah, mais c'est pas grave, on vous changera les fémurs, on vous changera les os, c'est ça. Et alors, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va avoir quand on aura changé 99% des pièces? On aura un robot. Voilà. Alors, on en est évidemment très loin. Mais c'est là qu'il faut réfléchir et se dire que si on prolonge la courbe, là, on se retrouve dans un roman de science-fiction. Donc la médecine doit savoir jusqu'où elle ne doit pas aller trop loin. La pandémie de Covid-19 a donné une fenêtre médiatique évidemment inédite aux débats médicaux. Il y avait des médecins sur tous les plateaux de télévision et les téléspectateurs pouvaient être assez décontenancés finalement par la diversité, les contradictions dans les analyses et les suggestions d'action qui étaient suggérées, disons. Les citoyens prenant spontanément et naturellement parti pour telle ou telle théorie en fonction de critères assez variables et évidemment nécessairement assez peu scientifiques. Donc ça pouvait être la confiance au gouvernement, le charisme de tel ou tel médecin, etc. Qu'est-ce que cela vous évoque? Est-ce qu'il y a des précédents historiques de tels mélanges entre les activités scientifiques, politiques et les prises de parti parfois assez radicale de l'opinion publique, et avec une certaine versatilité aussi. Ça pouvait aller assez vite. Alors, d'abord, il faut dire une chose, c'est que dans toutes les grandes pandémies, et l'Europe en a connu beaucoup, même sans aller très loin, même depuis la fin du Moyen-Âge, les autorités publiques, donc je ne parle pas du gouvernement actuel ou du précédent, non, je parle d'il y a 3, 4, 5 siècles, réagissent toujours face à une pandémie, réagissent toujours en 3 phases. Première phase, mais non, il n'y a rien ne se passe, tout va bien. Deuxième phase, oui, il y a quelque chose, mais on a tout prévu. Troisième phase, on n'a rien prévu, ça se passe très mal, tous aux abris. Et d'ailleurs, l'un des théoriciens de cette triade, qui était le père de Marcel Proust, qui était professeur de médecine d'hygiène publique à la fin du siècle dernier, avait dit voilà, le dernier moyen, le plus sûr, c'est ce qu'on nous appelle le confinement, mais lui, il n'utilisait pas le mot confinement, il disait très sérieusement, le moyen le plus sûr pour garantir la sécurité, la santé publique en cas de pandémie grave qui échappe au contrôle, c'est la séquestration. Donc, et ça, c'est fin 19e. Donc, il n'y a rien de très nouveau. Bon. Ceci étant, s'agissant de cette pandémie, moi, j'ai examiné ça avec effarement, parce qu'on a un effet nouveau. C'est l'effet des réseaux sociaux et des télés en continu. En fait, quand on est confronté en médecine à un phénomène nouveau, à une maladie nouvelle, éventuellement à l'émergence d'un nouveau variant, par exemple d'un virus plus ou moins connu. Il y a des centres d'observation, ce qu'on appelle ça des centres de référence, qui existent un peu partout dans le monde. Commencent à donner des signaux. Très rapidement, il y a des réseaux qui se communiquent l'information, des réseaux d'experts, et ces réseaux d'experts réunissent ce qu'on appelle des comités ou des conférences d'experts. On dit attention, il est en train de se passer quelque chose. Et on commence un débat technique. Au début, comme il s'agit de quelque chose de nouveau, même des experts ont une approche un peu différente. Et donc, ils testent entre eux leurs théories et disent oui, peut-être que tu as raison, mais regarde, il y a ce phénomène, ah oui, je ne l'avais pas vu, et ça demande des semaines. Et puis, au bout de plusieurs semaines, dans les bons cas, une vision consensuelle commence à émerger. Et à ce moment-là, on peut convoquer même ce qu'on appelle des conférences de consensus.
en disant ça fait plusieurs semaines que les experts, entre eux, avec leur méthode, avec leur approche critique des faits, c'est ça la méthode scientifique. On doit examiner toutes les hypothèses, non pas parce que toutes peuvent être vraies, mais parce qu'il faut mettre à l'épreuve même celle qui paraît admise par tout le monde. Une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, on définit un consensus de la communauté scientifique et on le publie. Et c'est presque toujours comme ça que ça se passe. Donc on a l'habitude de dire ah ben voilà, les savants sont toujours d'accord entre eux, parce qu'ils nous disent que... Et non, ils nous disent que lorsque pendant des mois, entre eux, avec des méthodes bien précises, entre experts, ils ont confronté les données et les points de vue et les théories explicatives, et qu'ils ont fini par trouver un système d'explication qui rassemble tous les suffrages. Dans le cas de la pandémie, comme elle a fait irruption en quelques semaines, et que malheureusement nous vivons sous la dictature des réseaux sociaux et des télés en continu, ce débat, au lieu de se faire dans les lieux habituels, c'est-à-dire les comités d'experts, les conférences de consensus, pour donner ensuite lieu à une publication officielle, c'est fait sur le bord du trottoir, sous les caméras. Et alors, évidemment, comme des gens qui n'ont pas de formation scientifique, on ne peut pas leur reprocher, on dit non mais c'est pas possible, il n'y en a pas deux qui soient d'accord, ils ne disent pas la même chose, mais nous passons, moi j'ai passé 40 ans dans des conférences d'experts à me battre, entre guillemets, avec des confrères dont je ne partageais pas le point de vue et eux pas le mien, jusqu'au moment où on a fini par coller aux théories communes. Donc c'est la vie de la science, c'est le débat contradictoire, sauf qu'il répond à des règles, et que là il s'est fait au vu et au su de tout le monde, devant un public médusé qui ne savait plus croire ce qu'il fallait croire. Et il s'est ajouté un deuxième phénomène, c'est que dans cette circonstance-là, il y a des petits malins qui pensent intéressant de répondre à tous les micros qui se présentent ou de vendre leur salade, parce qu'il s'est passé ça. Alors, on ne donnerait pas de nom, mais il y a des gens qui ont sali la science, en répandant des mensonges et en provoquant même des morts à cause des conseils inappropriés qu'ils ont donnés. Donc c'est à la fois scandaleux et consternant. Alors, ça doit nous laisser une leçon, il y a une leçon à tirer de tout ça pour l'avenir, notamment pour les pandémies. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, il y aura peut-être une nouvelle pandémie qui va exploser aussi rapidement que ça. Donc, déjà, les sociétés savantes, notamment dans l'infectiologie, ont prévu des dispositifs d'alerte qui font qu'elles se réuniront extrêmement rapidement. Alors en plus, la pandémie a eu un effet collatéral, c'est la généralisation des visios. Donc on n'a même plus besoin de faire des rencontres en présentiel, et on peut organiser une réunion avec 20 centres de référence en 10 minutes. Donc l'idée, c'est d'essayer de dégager le plus rapidement possible un consensus scientifique pour présenter à l'opinion publique une théorie soutenue par pratiquement tout le monde dans les meilleurs délais. Sinon, évidemment, et on le comprend, les gens qui ne sont pas spécialisés ne savent plus à quel sein se vouer et finissent par ne plus rien croire. Et puis alors, il y a une troisième et dernière composante qui s'ajoute, qui complexifie encore le problème, c'est la prolifération des sites complotistes. Donc là, ils ont eu de quoi faire, véritablement. Bon, c'est des délires habituels qui font ricaner un scientifique, mais qui malheureusement, car ils sont très habiles, peuvent, en manipulant les données, en travaillant la présentation des faits, donner une apparence de vérité. Et malheureusement, on pourra faciliter la communication entre les experts et produire peut-être plus rapidement des consensus, mais je crains qu'on ne puisse pas faire grand-chose contre les complotistes. Et là, vous voyez, c'est une question de culture générale. Il faut enseigner au collège et au lycée les règles fondamentales de la méthodologie scientifique et du traitement de l'information. Quand vous percevez une information surprenante, qu'est-ce que vous devez faire? Plonger en disant « Ah, il y a un scandale » ou « C'est extraordinaire ». Non. D'où vient cette information? A-t-elle été recoupée par d'autres sites? En quoi est-elle contradictoire avec ce qu'on sait déjà? Bref, il y a une méthode à appliquer. Si, au lieu d'enseignements qui ne servent à rien, et il y en a beaucoup, on enseignait
un minimum de traitement critique de l'information dès le collège, eh bien on peut espérer que dans 10 ans ou dans 20 ans, les gens seraient moins facilement piégés. Alors, comme je l'ai déjà dit en introduction, vous êtes historien de la franc-maçonnerie, en plus évidemment d'être historien de la médecine. Dans quelle mesure ces deux activités peuvent se comparer? On sait qu'il y a de grandes figures qui ont pratiqué et mélangé ces deux activités ou disciplines, comme par exemple Gérard Rancos, dit Papus, vous avez participé à un colloque sur ce personnage, dont vous pourrez nous parler si vous le souhaitez. Et au-delà de ça, est-ce qu'on peut trouver des concordances méthodologiques ou idéalistes? Alors évidemment, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Maintenant, si on veut jouer au jeu des rapprochements, il y a un rapprochement sociologique. C'est-à-dire que depuis 2 siècles, en Europe, mais singulièrement en France, la franc-maçonnerie rassemble essentiellement ce qu'on appelle les classes moyennes supérieures, mais avec une surreprésentation de 4 professions qui sont les avocats, les professeurs, les policiers et les médecins. Il y a toujours eu beaucoup de médecins dans les cercles maçonniques. Et on peut s'interroger pourquoi. Et je pense simplement que c'est lié justement à cette culture humaniste qui est au cœur de la démarche et de l'histoire de la franc-maçonnerie, comme de l'histoire de la médecine. Donc il y a une espèce de complicité morale, philosophique et intellectuelle. Mais c'est pratiquement le seul rapprochement qu'on puisse faire, à mon avis. C'est un engagement intellectuel qui dépasse de beaucoup la médecine. Très bien, merci. Bon, merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole au public. Allez-y. D'abord, je vous remercie d'esprit de synthèse, auteur de vue. Ça nous fait du bien. Vous êtes vraiment différents de nombreux orateurs que nous entendons, notamment à la radio ou à la télévision. Deuxièmement, je vous rassure, je connais très bien les facultés de droit. Moi, je dis qu'on y fabrique des petites mains. Vous avez dit des techniciens, c'est l'effondrement, évidemment, de la compréhension générale. Mais, et c'est une parenthèse très personnelle, je pense que c'est voulu, car on n'a pas assez fait le lien entre un système économique qui ne veut que de la rentabilité et de la massification et qui rejette la réflexion. Ma question maintenant, votre habileté intellectuelle, votre hauteur de vue vous permet, je rêve, de devenir ministre de la Santé, le président vous convoque et il vous dit 2, 3 idées pour réconcilier l'usager, le patient et la santé publique. Alors, la première chose, c'est que le lendemain de ma nomination, ma femme divorce. Hors sujet. Parce qu'elle va me dire, c'est une histoire de fou, et tu vas finir carbonisé. Alors, d'abord, je ne suis pas sûr que les médecins soient les mieux placés pour proposer une réforme du monde de la santé, non pas parce qu'ils n'y ont pas d'intérêt ou qu'ils n'ont pas de bonnes idées, mais parce que, en réalité, c'est évidemment un problème multifactoriel. Il y a un aspect purement médical, mais il y a aussi un aspect lié, par exemple, à la volonté de la communauté nationale de consacrer ou non un pourcentage donné de ses revenus en question de santé. Ensuite, il y a le choix d'un modèle économique, ça c'est le problème du financement. Et c'est un problème majeur. Hein. Ce qui fait défaut aujourd'hui au système de santé, notamment public, c'est les financements. Deuxièmement, il y a aussi, et c'est en partie lié, des choix économiques. C'est-à-dire, est-ce que l'on doit ou non favoriser la collaboration et même l'intégration, dans certains cas, des activités de la médecine publique et de la médecine privée. Il y a des tas d'endroits où ça se fait dans le monde et où ça se passe plutôt bien. En France, il y a une très grande réticence à l'égard de ce genre de mélange. Donc, c'est un problème qui dépasse la vision purement médicale. Mais je pense que les 2 ou 3 choses qui sont prioritaires, c'est d'abord de donner des moyens à l'hôpital public qui est en train de mourir. Et c'est terrible parce que la médecine française est une des meilleures médecines au monde. Je ne dis pas ça
par chauvinisme, je le dis parce que c'est un fait qui est connu de tout le monde. On a des jeunes médecins de tous les pays du monde qui viennent se former en France, et dans certains domaines, ils ne peuvent venir qu'en France. Simplement, les hôpitaux manquent de tout, il manque de personnel, il manque de locaux, il manque de financement pour leur fonctionnement quotidien, on manque de soignants, d'aides-soignants. Donc, il faut à corps et à cri demander qu'on reconstitue les moyens de l'hôpital public. Ça, c'est le premier point. Sans cela, de toute façon, on peut imaginer tous les plans les plus géniaux qu'ils soient, on n'aura pas les moyens de les mettre. Juste une petite aparté, moi j'ai déjà entendu dire que c'était la part des administrateurs. Alors, mais bien sûr, mais bien entendu, et c'est justement le deuxième point, c'est que non seulement il faut donner les moyens qui manquent quand même, mais il faut aussi réallouer les moyens. En effet, on s'aperçoit que dans des pays comparables aux nôtres, on ne va pas comparer avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, pour des dotations identiques, il y a 30 ou 40% de personnel administratif en moins. Donc il y a eu une inflation. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Les personnes qui occupent ces emplois font leur métier, on n'a rien à leur reprocher d'être là, puisqu'on les y a nommés, la question n'est pas là. Mais objectivement, comment se fait-il que ça fonctionne aussi bien dans des pays comparables aux nôtres, avec 30 ou 40% de personnel administratif en moins, mais 30 à 40% de personnel médical en plus? Bon. Donc ça, c'est quand même très important. À la fois la dotation globale et à la fois la réallocation des moyens. Le troisième point, qui est un point préoccupant, c'est rendre de nouveau la profession de médecin attractive. Parce qu'on observe que, moi quand j'ai commencé mes études dans les années 80, c'était, on rêvait d'être médecin, comme on rêvait d'être avocat, comme on rêvait d'être... Aujourd'hui, ça ne fait plus rêver personne. Alors, bien sûr, non, mais les médecins, bien sûr, font partie des gens qui ont des revenus très satisfaisants en moyenne, mais par rapport au degré d'implication que ça exige. Bon, je voyais l'autre jour une étude disant, dans tel département, la moyenne des revenus des médecins nets d'impôts était, les médecins généralistes nets d'impôts, était entre 5 et 6 000 euros par mois. Et la moyenne de temps de travail de ces médecins était de plus de 60 heures. Alors ça fait plus, on ne peut pas comparer ça au salaire moyen pour 35 heures. On est obligé de le diviser par 2. Et donc avoir 11 ans d'études, un niveau de responsabilité juridique et pénale très élevé, et finalement avoir un revenu en salaire qui, rapporté au nombre d'heures travaillées, n'est pas si extraordinaire que ça, c'est que les études médicales sont de plus en plus difficiles, attirent de moins en moins, et c'est pour cette raison qu'on vient de supprimer le numerus clausus. Avant, il y avait tellement de candidats potentiels qu'on avait mis en première année un numerus clausus. Moi, quand j'ai passé le concours en première année, on prenait 12% des gens. Il y en avait 88% qui restaient sur le tapis. Aujourd'hui, on a fait sauter le numerus clausus en disant « mais venez, inscrivez-vous comme vous voudrez ». On est obligé de recourir à ça. Donc, il faut trouver les moyens de rendre à nouveau attractive la profession de médecin. C'est pas seulement en augmentant leur rémunération comme le croient certains, bien sûr qu'il y a cet aspect de la rémunération, on en a dit un mot, mais il y a aussi des modes d'exercice de la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins ne peuvent plus accepter d'être le médecin solitaire dans son cabinet qui doit gérer tous les problèmes. Et donc le futur modèle, c'est probablement plutôt le pôle médical, les maisons médicales. Et ça s'organise, ce n'est pas si simple que ça, et les pouvoirs publics devraient aider à la naissance de cette nouvelle structure. Et puis alors, il y a un autre aspect des choses qui est la recherche médicale. La recherche médicale, c'est fondamental parce que c'est la base de la médecine et du niveau de la médecine. Or, la recherche médicale, comme la recherche scientifique en France, est en période de très basse eau. Là encore, pour des raisons de financement, on vient de voir que parmi les prix Nobel de physique et de chimie, il y avait 3 Français.
on a eu un secrétaire d'État qui a eu l'outrecuidance de se féliciter que des Français soient nommés, sauf qu'il n'y en a pas un seul qui travaille en France. Ils expliquent tous qu'ils ont été obligés de partir à l'étranger. Et même, dans certains cas, qu'on les a virés, purement et simplement. Parce que le gars avait atteint 62 ans vers 6 mois, et que par conséquent, vous comprenez, à votre âge, vous ne pouvez plus rien faire, donc on vous met dehors. Il va aux États-Unis, et 3 ans après, on lui donne le prix Nobel. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire il faut que la recherche scientifique en France, mais aussi que la recherche médicale, puisse être au niveau où elle n'est plus depuis longtemps. Parce que ça aussi, ça génère des vocations supplémentaires, et ça améliore le niveau général de la médecine. Maintenant, encore une fois, je termine là-dessus, la politique concernant uniquement la médecine est inenvisageable dans la mesure où c'est dans l'ensemble de la politique sociale que ça s'intègre. Et donc, même si on peut exprimer, comme j'ai essayé de le faire, des priorités, elles sont ou facilitées, ou brimées, ou contraintes par d'autres exigences de la politique sociale dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle je vous confirme que quand le Premier ministre va me téléphoner pour me proposer le poste, je le refuserai. J'ai une autre question. Oui. Oui, bonjour, merci pour votre conférence. Et en ce moment, ce qui m'inquiète depuis 20 ans, je vois dans mon entourage des gens très éduqués, intellectuels, qui se détournent de la médecine classique. Ils vont voir beaucoup, et beaucoup d'ailleurs boostés par les réseaux sociaux qui donnent des noms, et j'étais exprès, je ne croyais pas vous voir, et vous parliez tout à l'heure des méthodes de Louis XIV, eh bien, aujourd'hui à Paris, je me rappelle des faux médecins qui effectivement donnent des conseils comparables à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène un peu inquiétant, qui est un peu aussi le phénomène complotiste, de croire en rien et de s'adonner à des gourous en pensant qu'en pouvant tomber d'amnèse, vous allez guérir un cancer. Moi, j'ai terminé là-dessus, des amis femmes qui sont décédés parce qu'ils ont suivi ce genre de... Et alors, ils sont très éduqués, hein, c'est pas... Oui, mais alors, bon, l'ordre des médecins sert quand même à quelque chose de temps en temps, et en particulier à poursuivre ceux qui font l'exercice illégal de la médecine. Et ça, c'est terrible. Parce que effectivement, ces gens-là sont très habiles et immanquablement, ils tuent des gens. Ils tuent des gens et les dossiers qui sont à l'ordre le montrent suffisamment. Et là encore, je pense que les cas individuels de fascination par une personnalité très forte, qui a du charisme, peuvent expliquer une partie des choses, certainement. Mais ça n'explique pas la majorité. La majorité des choses, la majorité des cas, ce sont des gens même éduqués, mais qui ne croient plus dans les vertus de la science et de la médecine. Et pourquoi n'y croient-ils plus? Peut-être parce qu'un certain discours médiatique rend tout ça extrêmement confus, que sur certaines chaînes, sur certains médias, n'importe qui peut donner son avis. Et moi j'ai entendu, alors ce que je vais dire pourrait peut-être paraître un peu méprisant, et je prie de croire que ce n'est pas le cas. Mais c'est des choses qui me choquent profondément. Moi, j'ai exercé mon activité dans des domaines de très grande spécialité, parce que, comme je dis tout à l'heure, en médecine, quand on veut atteindre un niveau de haute expertise, il faut réduire son champ d'activité. Et donc, je me suis notamment, pendant de nombreuses années, occupé des vaccins contre le papillomavirus, qui maintenant a été rendu obligatoire. Je l'ai demandé dans un rapport il y a 15 ans, et on a enfin obtenu la vaccination généralisée, même si elle est encore sur le mode du volontariat. Et il y a de cela quelques semaines, dans un dîner amical, on m'interroge sur ce sujet. Des personnes d'un très bon niveau d'éducation. J'expose aussi clairement que possible, et sans être trop long, ce que c'était que le vaccin, contre quoi ça pouvait prémunir, les avantages de cette vaccination. Et au terme de ça, certains me disent « Oh, très bien, ah oui, très bien ». Et l'une de ces personnes me dit, mais très sérieusement, eh bien, vous savez, moi j'en ai parlé à ma voisine, elle n'est pas du tout d'accord.
Alors, qu'est-ce que vous voulez répondre à une ineptie pareille? Elle est au prix Nobel, la voici. Mais le problème, c'est ça. C'est-à-dire que, peu importe cette personne, c'est-à-dire qu'on est à une époque où l'avis d'un expert et l'avis de ma voisine, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais il n'y a plus, on n'accorde plus d'importance à la hiérarchie de l'expertise et du savoir. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Voilà, j'entends. Hein. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Mais il y a des domaines où non, c'est pas vrai. Non, comment dirais-je, le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Il y a aux États-Unis, encore, je vous jure, une association qui s'appelle l'Association de la Terre plate. Et il vous explique, avec toutes sortes d'arguments très comiques, que la Terre est plate, et quand on leur montre les photos prises par satellite, ils disent non, mais c'est parce qu'on fait le tour de l'assiette, le bord de l'assiette. Non, non, elle est plate, légèrement bombée, on veut bien, mais elle est plate. Bon, voilà. Non, tout le monde n'a pas le droit de croire si c'est une ineptie sur laquelle il y a un consensus universel. Malheureusement, ça suppose, encore une fois, un minimum de formation intellectuelle et de formation scientifique. Dans un monde où n'importe qui peut dire n'importe quoi et que ça a la même valeur, regardez les mots d'ordre qui sont lancés sur TikTok ou sur Instagram sur à peu près n'importe quoi. Alors vous me direz, c'est un public de très jeunes, c'est un public de personnes qui n'ont que ça à faire, qui ne réfléchissent pas, peut-être. Mais là, l'exemple que je vous donne, c'était pas du tout ça. C'était une personne d'une 50aine d'années avec un bon niveau de formation, des responsabilités dans la vie, et qui vous dit ça. Voilà. Et alors, c'est une grande difficulté. Je pense qu'il y aura toujours des filous pour en profiter. Et malheureusement, et le Covid nous l'a montré, les filous en plus, les filous sont parfois professeurs d'université. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une question? Oui. Bonjour déjà, merci pour votre présence. J'avais été juste un peu surprise parce que vous avez caractérisé en fait l'être humain comme le seul sachant qui va mourir. Ensuite, quand vous avez expliqué le transhumanisme, vous êtes assez sur le versant qui va être plutôt biologique, disons. Vous avez dit, vous avez pris l'exemple de Robocop, et je me dis en fait, on est déjà un peu des pré-Robocop, étant donné qu'il y a la voiture en fait qu'on se déplace en une journée des kilomètres qu'on ne fait jamais à pied, on a des lunettes qui nous permettent de voir quand nos yeux ne le permettent plus. Mais du coup, c'est ça en fait qui me dérangeait, ce côté. Est-ce que si on change tout en fait, tant qu'on a ce que vous appelez la conscience, qu'on va mourir, est-ce que ça va être vraiment un ennui en fait? Alors, je vais vous faire une révélation. Oui, je vais vous faire une révélation. Je suis un sourd profond, sourd de 80 décibels. Et je suis appareillé avec des appareils, je suis Robocop. Donc je suis appareillé avec des appareils d'un très haut niveau de technicité, mais j'ai 60% d'audition. Donc j'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez me la résumer Oui, alors attendez, le problème c'est que. Approchez-vous, oui. Parce que les amis Désolé de vous la faire répéter. Mais dans ce cas-là, j'essaie de récupérer, j'essaie de rattraper, je me dis, je vais saisir quand même. Donc, ce qui m'avait étonné, en fait, c'est quand vous avez caractérisé l'être humain, vous l'avez en fait défini comme seul sachant qu'il va mourir, donc plutôt un côté au niveau de la conscience. Mais ce qui m'avait gêné, c'est quand vous avez parlé de transhumanisme, vous êtes beaucoup attardé sur le côté mécanique, biologique. Donc vous avez pris par exemple l'exemple de Robocop, mais pour moi on considère déjà avec toute la technologie qu'on voit aujourd'hui, on est déjà un peu pré-Robocop. On a des voitures, des avions qui nous emmènent à des kilomètres de ce qu'on pourrait faire juste avec nos pauvres jambes, on a des lunettes qui nous permettent de mieux voir, des appareils auditifs qui permettent de mieux entendre. Donc est-ce que c'est vraiment gênant qu'on change des composantes biologiques si on garde notre conscience? Parce que je me base juste sur votre définition. Bien sûr. Le problème de l'extrémisation, finalement. Bien sûr. Alors, moi, je vais vous dire, philosophiquement, je suis bergsonien. C'est-à-dire que je pense que l'être humain, c'est une conscience accrochée sur un cerveau. Mais que la conscience et le cerveau sont deux choses différentes. Le cerveau est une machine biologique qui permet à la conscience de s'exprimer dans le monde extérieur. Mais c'est une position philosophique, hein, c'est pas une position scientifique, c'est une position philosophique. Mais malheureusement, le problème de la conscience est insoluble par les neurosciences, par définition, ils le savent d'ailleurs très bien. Vous savez, quand on demande aux neuroscientifiques aujourd'hui de définir ce qu'est la conscience, ils vous disent
c'est ce que vous trouvez dans les manuels ou les traités de neurosciences. La conscience est une propriété émergente d'une assemblée de neurones. Alors, ça ne veut rien dire. Mais les médecins de Molière, quand on leur demandait pourquoi l'opium fait dormir, aujourd'hui on sait répondre à cette question. C'est parce que l'opium est une molécule qui va se fixer sur certains récepteurs cérébraux et les inactive. Pas de problème, c'est de la biologie moléculaire, même de la chimie organique. Très bien. Quand on demandait aux médecins de Molière, qui font rigoler tout le monde aujourd'hui, pourquoi l'opium fait-il dormir? Réponse du médecin de Molière, parce que l'opium possède une vertu dormitive. Eh bien, la réponse des neuroscientifiques, c'est exactement la même. C'est-à-dire que c'est une pirouette conceptuelle. Pourquoi? Parce que le modèle opérationnel de la science est nécessairement, pour des raisons méthodologiques, est nécessairement un modèle réductionniste et physicaliste, comme on dit. C'est-à-dire que la science ne se préoccupe que de structures matérielles. Et donc, elle ne peut pas sortir de ce champ. Mais le problème de la conscience, ouvrez un traité de neurosciences, vous verrez, il y a toujours un chapitre consacré à ce qu'on appelle le problème de la conscience. Et le problème de la conscience est insoluble par les neurosciences, par définition même. Alors après, la conclusion devant cette aporie, c'est-à-dire cette impossibilité de conclure, elle peut être très variable, bien sûr. Moi, ma conclusion, elle est philosophique, elle n'est pas scientifique, hein, elle est bergsonienne. Bon. Et partant de là, et partant de cet a priori philosophique, mais qui est aussi valable qu'un autre, puisqu'il n'y a pas de certitude, je pense que ce qui caractérise fondamentalement la personne humaine, c'est sa conscience. Et cette conscience est indépendante du corps, même si, dans les conditions de la vie qui est la nôtre, elle s'exprime à travers le corps dont elle se sert d'une certaine manière. Par conséquent, si on transforme le corps, on va en effet, jusqu'où pourrait-on aller dans le cerveau, j'en sais trop rien, mais tant que la conscience est capable de se servir du support matériel du corps, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un double problème qui se pose si on projette le transhumanisme dans ses rêves les plus fous. Le premier problème, c'est que on envisage de donner au corps humain, je parle là uniquement du corps, on envisage de donner au corps humain des capacités, des compétences, des possibilités que ne possède pas un corps humain normal. Donc, on est en train de fabriquer des super-humains. Pour qui? Pourquoi? Sous quel contrôle? À quoi ça sert? À quoi ça mène? C'est une première question. Ensuite, vous n'ignorez pas que des types comme Elon Musk parlent maintenant d'implants cérébraux. Alors là, c'est quand même quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il propose, alors il ne dit pas à ce moment-là, mais il propose de remplacer la conscience dont nous sommes tous dotés, et qui par un mystère qui échappe par nature à la science, qui le reconnaît elle-même, il propose de remplacer la conscience qui se sert actuellement de notre corps et qui s'exprime à travers lui par une conscience électronique. On pourra diriger. Qui sera programmée par qui, voilà. Comment on et pourra pourquoi. diriger comme on voudra. Par qui, comment et pourquoi. Parce que le support, encore une fois, le rapport entre, c'est-à-dire là, je vais décider de fermer la main. J'ai décidé de fermer la main et je ferme la main. Eh bien, aucun neuroscientifique n'est actuellement capable de me dire comment je passe de ce désir à l'acte que je fais. Alors, bien sûr, dès que l'information parvient au cerveau, les neurones moteurs s'activent, ça descend et je ferme. Très bien. Mais comment est-on passé du désir à l'activation de structures cérébrales matérielles? Ça, c'est un problème insoluble jusqu'à ce jour. Eh bien, Elon Musk, lui, propose de le résoudre avec des implants qui détermineront, non pas de manière libre, comme le fait votre conscience, qui est libre, mais de manière nécessairement programmée, qui détermineront ce qui va se passer. Donc c'est ça le danger. Alors évidemment, pour l'instant, c'est encore de la science-fiction, on est bien d'accord.
Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas, par rapport à ces avancées, être systématiquement négatif comme on l'a parfois été vis-à-vis de certaines avancées techniques, technologiques. Par exemple, quand on regarde les journaux, quand on a mis en place les premiers trains à vapeur qui roulaient quand même à 20-25 km/h. Hein. Bon. Eh bien, on a dit, non, mais c'est fou. Faire rouler les gens à des vitesses pareilles, vous allez les tuer. Le corps va pas résister. Donc la suite a montré qu'on peut aujourd'hui rouler à 300 km/h et qu'en l'avion on peut aller beaucoup plus vite et qu'on n'est pas tué. Donc il ne faut pas être systématiquement hostile à toute nouveauté. Simplement, là, on est en train de toucher à quelque chose qui, malgré tout, implique l'identité foncière de la personne humaine. À la fois dans ses capacités, c'est-à-dire qu'on créerait une race nouvelle. Là, pour le coup, on pourrait parler de race. Moi, j'ai des compétences, des capacités, j'ai des moyens d'action que ne possède aucun autre humain. Et en fonction de quoi, dans quel but, sous quel contrôle? C'est toujours la même question qu'il faut poser. Et puis, la question d'intervenir sur le fonctionnement cérébral, là, est encore plus fondamentale et plus cérébrale, parce que c'est ce que dit Spinoza, vous savez. Spinoza lui dit le dictateur peut me contraindre à faire des choses, mais dans le fort intérieur de ma conscience, il ne pourra jamais me contraindre à lui donner raison. Eh bien, si on commence à toucher à ce niveau-là, ou si on trouve les moyens d'y parvenir, là, il faut quand même, pour le moins, beaucoup s'interroger, me semble-t-il. Une dernière remarque, question. Il y a un lien avec le neuromarketing, là, non? Le neuromarketing, c'est un peu ça. Ils font ce qu'ils peuvent. Alors, malheureusement, quand c'est le Musk qui en parle, c'est très clair, c'est du marketing. Mais, encore une fois, il y a des projets qui sont beaucoup moins spectaculaires, qui ne sont pas annoncés à la télévision à grand renfort. Mais dans beaucoup de laboratoires dans le monde, on est en train de travailler sur des projets comme ça. Et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la recherche est tellement dispersée, tellement universelle, que vous ne pouvez pas empêcher, de la même manière qu'il y a dans différents pays, des laboratoires qui cherchent pour modifier la structure génétique d'un certain nombre d'êtres humains. Voilà, ça peut passer non pas par une prothèse ou une orthèse, mais tout simplement par une manipulation génétique. Et c'est d'ailleurs parce que c'est possible, envisageable, que ça alimente aussi les mythes complotistes. Si les mythes complotistes reçoivent quelques créances de la part de certaines personnes, c'est parce qu'ils savent que dans l'absolu, c'est pas impensable. Quand certains vous ont expliqué que les vaccins à ARN vont vous injecter des puces 5G et que voilà, moi je n'attendais que ça parce que c'est bien meilleur que orangel.fr. Mais donc voilà, ça veut dire que évidemment c'est absurde, mais en même temps aujourd'hui les progrès de la science ont été tels que beaucoup de gens sont prêts à tout croire. Simplement, il y a peut-être une partie de tout ça qui n'est pas complètement fausse. Ça va? Merci à tous et surtout merci à vous.